Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Orgueil et préjugés, écrit par Jane Austen. C'est notre quatrième live sur cette œuvre. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Vous trouverez également dans l'onglet Playlist, la playlist s'appelant Et si on lisait Orgueil et préjugés, pour avoir les épisodes précédents et les épisodes à venir. Voilà, voilou, ce soir, on se lit les chapitres 24, 25, 26. Ensuite, je ferai une petite pause. On poursuivra avec 27, 28, 29. Encore une pause. Et on terminera la soirée avec 30, 31, 32. Voili, voilou, tout est dit. Et j'accueille ceux qui me suivent en live sur Twitch. Bonsoir Sarah, comment tu vas? Merci de passer, ça fait plaisir. Merci également à... Alors je sais pas du tout comment prononcer ton pseudo, je me suis pris la tête avant le live, je m'en excuse. Euh... Vince le bon, je ne sais pas comment dire. Bref, on va dire 2020. Merci pour le follow 2020, ça fait plaisir, c'est gentil. Et du coup, ma foi, ça va pas trop mal. Merci Sarah de le demander, c'est très gentil. J'en profite tout de suite tant que j'y pense. Je vous balance dans le chat le lien de mon Babelio, comme ça. À la fois, je vous fais la démonstration qu'il y a cette nouvelle commande sur le chat Twitch disponible. Et puis, c'est l'occasion pour moi de vous dire aussi que Babelio, j'ai mis le lien de mon profil Babelio sur mon Discord. J'ai mis le lien de mon profil Babelio dans les descriptions de vidéos YouTube à partir de maintenant. Donc voilà, je vais essayer de l'ajouter à tous les endroits où je fais habituellement du partage de réseau, on va dire, du partage de liens, puisque bah voilà, je compte en faire vraiment une plateforme importante de mon activité, entre guillemets, dans le sens où je trouve que c'est un excellent support à mes lives de lecture, pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet enfin de faire ce que je voulais que ça fasse depuis longtemps. Enfin, en fait, je cherchais un moyen de faire quelque chose depuis longtemps et j'ai réussi à le faire via Babelio. C'est tout simplement une page où vous avez en un coup d'œil les couvertures de tous les livres que j'ai lus en live. Comme ça vous permet très facilement, beaucoup plus facilement qu'en étant dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, voilà, qui est peut-être un petit peu bordélique parce que bah, c'est la présentation YouTube qui fait qu'il n'y a pas énormément de classification, on va dire, disponible. Donc c'est peut-être un petit peu difficile de s'y retrouver. Sur Babelio, c'est hyper simple. Vous allez sur mon profil, vous allez dans mes livres, je crois, un truc comme ça. Vous cherchez les étiquettes et vous cherchez l'étiquette lue en live et vous aurez la liste de tous les livres que j'ai lus en live avec la possibilité de mettre un affichage où vous voyez que les couvertures. Donc vraiment, c'est ultra simple et ça me fait trop plaisir d'avoir trouvé Babelio pour ça parce que c'est quelque chose que je cherche à faire depuis longtemps, étant donné que vous êtes assez nombreux à me dire parfois Ah mais je savais pas que tu avais lu telle chose. Ah tu voudrais pas lire telle chose? Bah je l'ai déjà lu en fait. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Genre c'est devant les yeux, c'est facile, c'est pratique. Il y a donc 66 œuvres dans cette liste. On a déjà fait 66 lectures en live. On en a même fait un peu plus parce que j'ai pas eu encore l'occasion de mettre le Columbus, donc le texte de Damien Allemand. J'ai pas encore eu l'occasion de mettre aussi. J'ai pas mis certains de mes textes parce que je les ai pas publiés réellement en bouquin et ainsi de suite. J'ai pas mis les textes de l'ami Mirani, donc Julien Zavadka-Pigo, Esoteria, Chimère. Je les ai pas mis non plus. Il faut que je leur en parle en privé parce que vu que ce sont des amis, des collègues, auteurs amateurs, ou voilà, appelez ça comme vous voulez, je me suis dit que j'allais les mettre au courant et que j'allais leur dire Hey, est-ce que tu veux créer ta page Babelio pour que ce soit bien présenté et tout ça et tout ça? Ou est-ce que tu veux que je le crée pour toi? Donc voilà. En attendant que cela se débloque, j'ai décidé de ne pas les mettre tout de suite. Mais c'est vrai que du coup, ça monte, il me semble, à 68 à 70, je sais plus trop. Je pense qu'on est à 68, 69 ou 70 lectures depuis que j'ai commencé ma chaîne, ce qui est assez dingo quand on y pense. J'ai également créé une étiquette sur mon Babelio qui s'appelle
À venir en live, je crois que je l'ai appelé comme ça. Ouais, ça doit être ça. À venir en live. Donc, le nom est assez évocateur. Ce sont les livres que je mets de côté, qui sont prévus. Je vais seulement mettre ceux dont je suis sûr de faire la lecture en live un jour. Donc voilà, c'est vraiment les livres prévus, écrits, que on va les lire en live. Comme ça vous donne une petite idée du futur également. Et puis, pour ceux qui parfois me demandent des conseils lecture, me demandent mon avis sur telle ou telle lecture, sur tel ou tel auteur, sur telle ou telle œuvre, eh bien, j'ai aussi répertorié ma bibliothèque, parce qu'en plus c'est hyper pratique pour moi, tout simplement. Donc du coup, j'ai répertorié toute ma bibliothèque. Vous avez dans les moindres détails tous les bouquins que je possède. J'ai même été jusqu'à en ajouter certains, etc. J'ai pas poussé le vice jusqu'à mettre exactement les bonnes couvertures à chaque fois. S'il y avait l'édition, je l'ai déjà. Enfin, s'il y avait la mauvaise édition, mais le bon bouquin, je mettais celle-ci. Mais vu qu'il y a une logique de répertoriage derrière, quand même, pour moi aussi, pour savoir peut-être dans le futur si j'ai des déménagements, si j'ai des achats, si j'ai des ventes à prévoir, j'aime bien avoir une vue d'ensemble très précise, très claire. Donc du coup, appeler ça soit être perfectionniste, soit être maniaque, mais il est possible que j'aille dans le détail et que je pousse le vice jusqu'à vraiment rentrer absolument, exactement toutes les bonnes éditions et toutes les bonnes couvertures de tous les livres. On va voir, parce que la liste se monte déjà à 473, un truc comme ça, en comptant romans, nouvelles, recueils de poésie, philosophie, essais, pièces de théâtre, comics, BD et livres un peu inclassables, genre des encyclopédies ou des trucs comme ça. Sachant que je n'ai pas encore mis toute ma bibliothèque, puisque une partie de ma bibliothèque se trouve chez ma mère. Donc il y a beaucoup de BD et de mangas qui vont être ajoutés très bientôt. Mais voilà, il y a quand même des choses à voir. Et puis si ça vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à jeter un œil. On aime faire des listes, en effet. Franchement, ça m'a pris plusieurs jours, mais bon, j'ai pas fait que ça pendant plusieurs jours non plus, faut pas déconner, mais j'ai fait ça doucement, à mon rythme, pendant plusieurs jours, et ça m'a fait vraiment des feelings, genre de me replonger dans certains bouquins que j'avais pas ouverts ou que j'avais pas vus depuis longtemps. Juste de passer dessus, entre guillemets, ça m'a quand même fait des petits trucs. Donc franchement, je suis très content d'avoir entamé ce processus-là. Et je pense que je vais essayer vraiment de m'y tenir et vraiment de vous tenir au courant de ce que je suis en train de lire, de ce que j'ajoute dans ma bibliothèque et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'être rigoureux et de tenir tout cela à jour pour que ça soit aussi pratique pour vous. Parce que voilà, c'est vraiment la manière dont je l'envisage, que à la fois ça soit pratique pour mon usage personnel, comme je le disais, déménagement, achat et vente future, mais que ce soit également pratique pour vous, savoir ce que j'ai déjà fait en live, savoir ce que je vais faire en live, savoir ce que je vous conseille, puisque oui, voilà, c'était là aussi où je voulais en venir. Je pense, je pense que ça va arriver parce que j'en ai parlé et que a priori ça intéresse certaines personnes. Je pense que si ça se trouve même courant de semaine prochaine, je vais faire un live sur Babelio directement. Tu disais la propagande Babelio, Sarah. Bah là, je vais faire carrément un live sur Babelio, je pense. Euh, Parce que du coup, je vais essayer de noter un maximum tous les bouquins que j'ai dans ma bibliothèque. Et on va dire que c'est, comment dire, c'est un petit peu pour moi, pour me remémorer des choses, pour savoir quels sont mes goûts, pour mieux m'identifier en fait dans mes goûts et me dire ah ok tel ou tel genre d'œuvre j'apprécie, tel ou tel auteur j'apprécie et tel ou tel autre un peu moins. Donc voilà, il y a cette caractéristique là, mais sinon c'est surtout évidemment un prétexte pour qu'on puisse parler, un peu comme les tier lists. En soi, faire des tier lists, c'est marrant, mais on s'en fout, entre guillemets. C'est tellement personnel, c'est tellement par rapport au goût et aux opinions de chacun. Voilà, ça a peu de valeur, entre guillemets. Mais comme les tier lists à l'époque, j'envisage de faire du coup les notes sur Babelio de ma bibliothèque dans un live, juste pour qu'on parle un peu des œuvres ensemble. Et voilà, voilà. Faire un petit passage en revue de toute ma bibliothèque en votre compagnie.
Euh, et, et Sarah, écoute, je t'invite à mettre à jour sur Babelio, parce que c'est ça aussi qui est trop drôle, c'est ça aussi qui est trop pratique avec Babelio. En fait, je connaissais Babelio depuis longtemps sans connaître le côté réseau social, entre guillemets, de Babelio, et sans savoir qu'on pouvait aussi mettre sa bibliothèque, en fait. Donc, Sarah, n'hésite pas à ajouter mon profil sur Babelio, on peut être amis sur Babelio, et ça fait des choses très marrantes, parce que du coup, on peut savoir combien d'œuvres on a lues en commun. J'ai cru voir aussi... En fait, il y a plein de petites features rigolotes, c'est ça que j'ai bien aimé aussi avec Babelio. Tu peux voir des lecteurs qui ont à peu près les mêmes goûts que toi. Et du coup, c'est tellement cool aussi pour savoir bah, où chercher de nouvelles lectures quelque part. Donc il y a tellement de choses à faire, c'est trop trop cool. Tu peux faire la liste des 6 bouquins que tu emmènes sur une île déserte. Enfin, voilà, il y a plein de petites features un peu rigolotes et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment intuitif. Franchement, j'ai été grave charmé par Babelio. Ça fait vraiment tout ce que j'aurais voulu pour la gestion de mes bouquins depuis pas mal de temps. Je m'étais juste pas penché sur le sujet, tout simplement. Et du coup, vas-y, fais Sarah, fais. C'est avec plaisir que je t'ajouterai en ami bibliothécaire. Bien. Sur ce, les amis, j'ai beaucoup parlé dans cette intro, mais j'avais envie de parler tout ça parce que ça m'enjaille en ce moment, ça me fait plaisir. Je vous invite à vous installer, à prendre à boire et à manger, avec à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Et on va se lancer parce qu'on a quand même pas mal de lectures ce soir, il me semble. Santé. Vous l'aurez compris, du coup, la semaine prochaine, a priori, il y aura 3 lives. 2 lives de lecture et un live de discussion autour de Babelio. Mais pour l'heure, retournons à la dite lecture. Je vous rappelle que les derniers événements de la fois passée, c'est Collins qui s'est vu refuser ses demandes en fiançailles par Elizabeth, qui est du coup parti avec Charlotte Lucas. Enfin, Collins, du coup, a demandé en fiançailles Charlotte Lucas. Et puis sur la toute fin, on avait une lettre qui a été envoyée à Jane, il me semble, pour dire que, pour dire, pour prévenir que, grosso modo, ils sont partis à Londres pour rejoindre Bingley. Et du coup, ça contrarie Jane, puisque Jane envisageait une relation amoureuse avec Bingley, et là d'un seul coup il est plus là, et apparemment il est peut-être parti pour longtemps, pour tout l'hiver il me semble. Voilà, ce qui contrarie un petit peu les plans, et du coup elle s'inquiète un peu de bah mince, où est-ce qu'elle est en train d'aller notre relation. Grosso modo on en était à peu près là. Oui, Collins me dégoûte aussi, hein. Clairement Sarah sur le dernier live, on va pas se mytho que c'était un gros forceur, il était pas très agréable comme personnage. Bien, je pense avoir résumé à peu près correctement, l'air de rien, pour quelqu'un qui n'a pas trop de mémoire sur, sur les histoires des bouquins, malheureusement. Et bien là, je m'en suis plutôt bien sorti. On change de setup et on est parti. Je te souhaite une bonne écoute, Sarah, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes. Mhm. Des petites taches dans mon livre, je n'aime pas ça. Je vous dis à dans quelques minutes pour la première pause de ce soir. Je vérifie que mon PC chauffe pas trop parce que je l'entends souffler. Bref, à tout à l'heure. On est parti. Chapitre 24. La lettre de Miss Bingley arriva et mit fin à tous les doutes. Dès la première phrase, elle confirmait la nouvelle de leur installation à Londres pour tout l'hiver et transmettait les regrets de Mr. Bingley de n'avoir pu aller présenter ses respects à ses voisins avant de quitter la campagne. Il fallait donc renoncer à tout espoir, et quand Jane eut le courage d'achever sa lettre, à part les protestations d'amitié de Caroline, elle n'y trouva rien qui pût la réconforter. Les louanges de Miss Darcy en occupaient la plus grande partie. Miss Bingley se félicitait de leur intimité croissante et prévoyait l'accomplissement des désirs secrets qu'elle avait révélés à son amie dans sa lettre précédente. Elle racontait avec satisfaction que son frère fréquentait beaucoup chez Mr. Darcy et décrivait avec transport les plans de celui-ci pour le renouvellement de son mobilier. Élisabeth,
à qui Jane communiqua le principal de sa lettre, écouta silencieuse et pleine d'indignation, le cœur partagé entre la pitié qu'elle éprouvait pour sa sœur et le ressentiment que lui inspiraient les Bingley. Elle n'attachait aucune valeur à ce que disait Caroline sur l'admiration de son frère pour Miss Darcy. De la tendresse de celui-ci pour Jane, elle n'avait jamais douté, et n'en doutait pas encore. Mais elle ne pouvait sans colère, à peine sans mépris, songer à ce manque de décision qui faisait de lui actuellement le jouet des intrigues des siens, et l'amenait à sacrifier son bonheur à leur préférence. Et s'il ne s'agissait que de son bonheur, libre à lui d'en disposer. Mais celui de Jane aussi était en jeu, et il ne pouvait l'ignorer. Un jour ou deux se passèrent avant que Jane eût le courage d'aborder ce sujet avec Élisabeth. Mais un après-midi où sa mère avait plus encore que d'habitude épanché son irritation contre le maître de Neverfield, elle ne put s'empêcher de dire « Comme je souhaiterais que notre mère eût un peu plus d'empire sur elle-même. Elle ne se doute pas de la peine qu'elle me cause avec ses allusions continuelles à Mr. Bingley. Mais je ne veux pas me plaindre. Tout cela passera, et nous nous retrouverons comme auparavant. » Élisabeth, sans répondre, regarda sa sœur avec une tendresse incrédule. « Vous ne me croyez pas, s'écria Jane en rougissant. Vous avez tort. Il restera dans ma mémoire comme l'homme le plus aimable que j'ai connu. Mais c'est tout. Je n'ai rien à lui reprocher. Dieu soit loué de m'avoir, du moins, évité ce chagrin. Aussi, dans un peu de temps, je serai certainement capable de me ressaisir. » Elle ajouta bientôt d'une voix plus ferme. « J'ai pour l'instant cette consolation. Tout ceci n'a été qu'une erreur de mon imagination et n'a pu faire de mal qu'à moi-même. » « Jane, ma chérie, vous êtes trop généreuse, » s'exclama Élisabeth. « Votre douceur, votre désintéressement sont vraiment angéliques. Je ne sais que vous dire. Il me semble que je ne vous ai jamais rendu justice ni montré toute la tendresse que vous méritiez. » Jane repoussa ses éloges avec force et se mit en retour à louer la chaude affection de sa sœur. « Non, dit Élisabeth, ce n'est pas juste. Vous voulez ne voir partout que du bien. Vous êtes contrarié si je porte un jugement sévère, et quand je vous déclare parfaite, vous protestez. Oh, ne craignez pas que j'exagère ou que j'empiète sur votre privilège de juger favorablement tout l'univers. Plus je vais et moins le monde me satisfait. Chaque jour me montre davantage l'instabilité des caractères et le peu de confiance qu'on peut mettre dans les apparences de l'intelligence et du mérite. Je viens d'en avoir deux exemples. De l'un, je ne parlerai pas. L'autre, c'est le mariage de Charlotte. N'est-il pas inconcevable à tous les points de vue ? Ma chère Lizzie, ne vous laissez pas aller à des sentiments de ce genre. Vous ne tenez pas assez compte des différences de situation et de caractère. Considérez seulement l'honorabilité de Mr. Collins et l'esprit sensé et prudent de Charlotte. Souvenez-vous qu'elle appartient à une nombreuse famille, que ce mariage, sous le rapport de la fortune, est très avantageux, et, par égard pour tous deux, efforcez-vous de croire que Charlotte peut vraiment éprouver quelque chose comme de l'estime et de l'affection pour notre cousin. Je croirais n'importe quoi pour vous faire plaisir, mais je me demande qui, hormis vous, en bénéficiera. Si je pouvais me persuader que Charlotte aime notre cousin, il me faudrait juger son esprit aussi sévèrement que je juge son cœur. Vous ne pouvez nier, ma chère Jane, que Mr. Collins ne soit un être prétentieux, pompeux et ridicule, et vous sentez forcément comme moi que la femme qui consent à l'épouser manque de jugement. Vous ne pouvez donc la défendre, même si elle s'appelle Charlotte Lucas. Je trouve seulement que vous exprimez votre pensée en termes trop sévères, et vous en serez convaincu, je l'espère, en les voyant heureux ensemble. Mais laissons ce sujet. Vous avez parlé de deux exemples, et je vous ai bien comprise. Je vous en prie, ma chère Lizzie, n'ajoutez pas à ma peine en jugeant une certaine personne digne de blâme et en déclarant qu'elle a perdu votre estime. Il ne faut pas se croire si vite victime d'une offense volontaire. Nous ne devons pas attendre d'un jeune homme gai et plein d'entrain tant de prudence et de circonspection. Bien souvent, c'est votre propre vanité qui vous égare, et les femmes croient trouver dans l'admiration qu'elles excitent beaucoup de choses qui n'y sont pas. Et les hommes font bien ce qu'ils peuvent pour le leur faire croire. S'ils le font sciemment, ils sont impardonnables, mais je ne puis voir partout d'aussi noirs calculs. Je suis loin de charger Mr. Bingley d'une telle accusation, mais sans avoir de mauvaises intentions, on peut mal agir et être une cause de chagrin. Il suffit pour cela d'être insouciant, de ne pas tenir assez compte des sentiments des autres, ou de manquer de volonté. Laquelle de ces trois choses reprochez-vous à Mr. Bingley? La dernière. Vous persistez alors à supposer que ses sœurs ont essayé de l'influencer. Oui, et son amie également. C'est une chose que je ne puis croire. Elles ne peuvent souhaiter que son bonheur, et, s'ils m'aiment,
Aucune autre femme ne pourra le rendre heureux. Elles peuvent souhaiter bien d'autres choses que son bonheur. Elles peuvent souhaiter pour lui plus de richesse et de considération. Elles peuvent souhaiter lui voir épouser une jeune fille qui lui apporte à la fois de la fortune et de hautes relations. Sans aucun doute, elles souhaitent le voir épouser Miss Darcy. Mais cela peut venir d'un meilleur sentiment que vous ne pensez. La connaissant depuis plus longtemps que moi, il est naturel qu'elle me la préfère. Cependant, si elle croyait qu'il m'aime, elle ne chercherait pas à nous séparer, et s'il m'aimait, elle ne pourrait y réussir. Pour croire qu'il m'aime, il faut supposer que tout le monde agit mal, et cette idée me rend malheureuse. Au contraire, je n'éprouve nulle honte à reconnaître que je me suis trompé. Laissez-moi donc voir l'affaire sous ce jour qui me paraît être le véritable. Élisabeth ne pouvait que se rendre au désir de sa sœur, et entre elles, à partir de ce jour, le nom de Mr. Bingley ne fut plus que rarement prononcé. La société de Mr. Wickham fut précieuse pour dissiper le voile de tristesse que ces malencontreux événements avaient jeté sur Longbourn. On le voyait souvent, et à ses autres qualités s'ajoutait maintenant un abandon qui le rendait encore plus aimable. Tout ce qu'Élisabeth avait appris de ses démêlés avec Mr. Darcy était devenu public. On en parlait un peu partout, et l'on se plaisait à remarquer que Mr. Darcy avait paru antipathique à tout le monde avant même que personne fût au courant de cette affaire. Jane était la seule à supposer qu'il pouvait exister des faits ignorés de la société de Meryton. Dans sa candeur charitable, elle plaidait toujours les circonstances atténuantes et alléguait la possibilité d'une erreur, mais tous les autres s'accordaient pour condamner Mr. Darcy et le déclarer le plus méprisable des hommes. Chapitre 25. Après une semaine passée à exprimer son amour et à faire des rêves de bonheur, l'arrivée du samedi arracha Mr. Collins à son aimable Charlotte. Le chagrin de la séparation, toutefois, allait être allégé de son côté par les préparatifs qu'il avait à faire pour la réception de la jeune épouse, car il avait tout lieu d'espérer que le jour du mariage serait fixé à son prochain retour en Hertfordshire. Il prit congé des habitants de Longbourn, avec autant de solennité que la première fois, renouvela ses vœux de santé et de bonheur à ses belles cousines, et promit à leur père une autre lettre de remerciement. Le lundi suivant, Mrs. Bennet eut le plaisir de recevoir son frère et sa belle-sœur, qui venaient comme à l'ordinaire passer la Noël à Longbourn. Mr. Gardiner était un homme intelligent et de bonnes manières, infiniment supérieur à sa sœur, tant par les qualités naturelles que par l'éducation. Les dames de Netherfield auraient eu peine à croire qu'un homme qui était dans le commerce pouvait être aussi agréable et aussi distingué. Mrs. Gardiner, plus jeune que Mrs. Bennet, était une femme aimable, élégante et fine, que ses nièces de Longbourn aimaient beaucoup. Les deux aînées surtout lui étaient unies par une vive affection, et elles faisaient de fréquents séjours à Londres chez leur tante. Le premier soin de Mrs. Gardiner fut de distribuer des cadeaux qu'elle avait apportés et de décrire les dernières modes de Londres. Cela fait, son rôle devint moins actif, et ce fut alors son tour d'écouter. Mrs. Bennet avait beaucoup de griefs à raconter, beaucoup de plaintes à exhaler depuis leur dernière rencontre. Sa famille avait eu bien de la malchance. 2 de ses filles avaient été sur le point de se marier, et, finalement, les 2 projets avaient échoué. « Je ne blâme pas Jane, ajoutait-elle. Ce n'est pas sa faute si l'affaire a manqué. Mais Lizzie, oh, ma sœur, il est tout de même dur de penser qu'elle pourrait à l'heure qu'il est s'appeler Mrs. Collins. N'eût été son déplorable entêtement. Il l'a demandée en mariage dans cette pièce même, et elle l'a refusée. Le résultat, c'est que Lady Lucas aura une fille mariée avant moi, et que la propriété de Longbourn sortira de la famille. Les Lucas sont des gens fort habiles, ma sœur, et disposés à s'emparer de tout ce qui est à leur portée. Je regrette de le dire, mais c'est la pure vérité. Quant à moi, cela me rend malade d'être contrecarré de la sorte par les miens, et d'avoir des voisins qui pensent toujours à eux-mêmes avant de penser aux autres. Mais votre arrivée est un véritable réconfort, et je suis charmé de ce que vous me dites au sujet des manches longues. Mrs. Gardiner, qui avait déjà été mise au courant des faits par sa correspondance avec Jane et Elizabeth, répondit brièvement à sa belle-sœur et, par amitié pour ses nièces, détourna la conversation. Mais elle reprit le sujet un peu plus tard, quand elle se trouva seule avec Elizabeth. « Ce parti semblait vraiment souhaitable pour Jane, dit-elle, et je suis bien fâché que la chose en soit restée là, mais il n'est pas rare de voir un jeune homme tel que vous me dépeignez, Mr. Bingley, s'éprendre soudain d'une jolie fille, et, si le hasard vient à les séparer, l'oublier aussi vite. »« Voilà certes une excellente consolation, dit Elizabeth, mais, dans notre cas, le hasard n'est point responsable, et il est assez rare qu'un jeune homme de fortune indépendante
se laisse persuader par les siens d'oublier une jeune fille dont il était violemment épris quelques jours auparavant. Cette expression de violemment épris est à la fois si vague et si rebattue qu'elle ne me représente pas grand-chose. On l'emploie aussi bien pour un sentiment passager, né d'une simple rencontre, que pour un attachement réel et profond. S'il vous plaît, comment se manifestait ce violent amour de Mr. Bingley? Je n'ai jamais vu une inclination aussi pleine de promesses. Il ne voyait que Jane, et ne faisait plus attention à personne. Au bal qu'il a donné chez lui, il a froissé plusieurs jeunes filles en oubliant de les inviter à danser, et moi-même ce jour-là, je lui ai adressé 2 fois la parole sans qu'il eût l'air de m'entendre. Est-il symptôme plus significatif? Le fait d'être impoli envers tout le monde n'est-il pas chez un homme la marque même de l'amour? Oui, de cette sorte d'amour qu'éprouvait sans doute Mr. Bingley. Pauvre Jane, j'en suis fâché pour elle. Avec sa nature, il lui faudra longtemps pour se remettre. Si vous aviez été à sa place, Lizzie, votre gaieté vous aurait aidé à réagir plus vite. Mais pensez-vous que nous pourrions décider Jane à venir à Londres avec nous? Un changement lui ferait du bien, et quitter un peu sa famille serait peut-être pour elle le remède le plus salutaire. Élisabeth applaudit à cette proposition, sûre que Jane l'accepterait volontiers. J'espère, ajouta Mrs. Gardiner, qu'aucune arrière-pensée au sujet de ce jeune homme ne l'arrêtera. Nous habitons un quartier tout différent, nous n'avons pas les mêmes relations et nous sortons peu, comme vous le savez. Il est donc fort peu probable qu'ils se rencontrent, à moins que lui-même ne cherche réellement à la voir. Oh, cela c'est impossible, car il est maintenant sous la garde de son ami, et Mr. Darcy ne lui permettra certainement pas d'aller rendre visite à Jane dans un tel quartier. Ma chère tante, y pensez-vous? Mr. Darcy a peut-être entendu parler d'une certaine rue qu'on appelle Grace Church Street, mais un mois d'ablution lui semblerait à peine suffisant pour s'en purifier si jamais il y mettait les pieds, et, soyez-en sûr, Mr. Bingley ne sort jamais sans lui. Tant mieux. J'espère qu'ils ne se rencontreront pas du tout. Mais Jane n'est-elle pas en correspondance avec la sœur? Elle ne pourra résister au désir d'aller la voir. Elle laissera, je pense, tomber cette relation. Tout en faisant cette déclaration avec la même assurance qu'elle avait prédit que Mr. Bingley n'aurait pas la permission d'aller voir Jane, Élisabeth ressentait au fond d'elle-même une anxiété qui, à la réflexion, lui prouva qu'elle ne jugeait pas l'affaire absolument désespérée. Après tout, il était possible, elle allait même jusqu'à se dire probable, que l'amour de Mr. Bingley se réveillât et que l'influence des siens se trouvât moins forte que le pouvoir plus naturel des attraits qui l'avaient charmée. Jane accepta l'invitation de sa tante avec plaisir, et si elle pensa au Bingley, ce fut simplement pour se dire que, Caroline n'habitant pas avec son frère, elle pourrait sans risque de le rencontrer, passer quelquefois une matinée avec elle. Les Gardiner restèrent une semaine à Longbourn, entre les Phillips, les Lucas et les officiers de la milice, il n'y eut pas une journée sans invitation. Mrs. Bennet avait si bien pourvu à la distraction de son frère et de sa belle-sœur qu'ils ne dînèrent pas une seule fois en famille. Si l'on passait la soirée à la maison, il ne manquait jamais d'y avoir comme convives quelques officiers et parmi eux Mr. Wickham. Dans ces occasions, Mrs. Gardiner, mise en éveil par la sympathie avec laquelle Élisabeth lui avait parlé de ce dernier, les observait tous deux avec attention. Sans les croire très sérieusement épris l'un de l'autre, le plaisir évident qu'ils éprouvaient à se voir suffit à l'inquiéter un peu, et elle résolut de représenter avant son départ à Élisabeth l'imprudence qu'il y aurait à encourager un tel sentiment. Indépendamment de ses qualités personnelles, Wickham avait un moyen de se rendre agréable à Mrs. Gardiner. Celle-ci, avant son mariage, avait habité un certain temps la région dont il était lui-même originaire, dans le Derbyshire. Ils avaient donc beaucoup de connaissances communes, et, bien qu'il eût quitté le pays depuis 5 ans, il pouvait lui donner de ses relations d'autrefois des nouvelles plus fraîches que celles qu'elle possédait elle-même. Mrs. Gardiner avait vu Pemberley jadis, et avait beaucoup entendu parler du père de Mr. Darcy. C'était là un inépuisable sujet de conversation. Elle prenait plaisir à comparer ses souvenirs de Pemberley avec la description minutieuse qu'en faisait Wickham et à dire son estime pour l'ancien propriétaire. Son interlocuteur ne se montrait pas moins charmé qu'elle par cette évocation du passé. Lorsqu'il lui raconta la façon dont l'avait traité le fils, elle essaya de se rappeler ce qu'on disait de celui-ci au temps où il n'était encore qu'une jeune garçon, et en fouillant dans sa mémoire, il lui sembla avoir entendu dire que le jeune Fitzwilliam Darcy était un enfant extrêmement orgueilleux et désagréable. Chapitre 26. Mrs. Gardiner saisit la première occasion favorable pour donner doucement à Élisabeth l'avertissement qu'elle jugeait nécessaire.
Après lui avoir dit franchement ce qu'elle pensait, elle ajouta. Vous êtes, Lizzie, une fille trop raisonnable pour vous attacher à quelqu'un simplement parce que l'on cherche à vous en détourner. C'est pourquoi je ne crains pas de vous parler avec cette franchise. Très sérieusement, je voudrais que vous vous teniez sur vos gardes. Ne vous laissez pas prendre, et ne laissez pas Mr. Wickham se prendre, aux douceurs d'une affection que le manque absolu de fortune de part et d'autre rendrait singulièrement imprudente. Je n'ai rien à dire contre lui. C'est un garçon fort sympathique, et s'il possédait la position qu'il mérite, je crois que vous ne pourriez mieux choisir. Mais, la situation étant ce qu'elle est, il vaut mieux ne pas laisser votre imagination s'égarer. Vous avez beaucoup de bon sens, et nous comptons que vous saurez en user. Votre père a toute confiance dans votre jugement et votre fermeté de caractère. N'allez pas lui causer une déception. Ma chère tante, voilà des paroles bien sérieuses. Oui, et j'espère vous décider à être sérieuse, vous aussi. Eh bien, rassurez-vous, je vous promets d'être sur mes gardes, et Mr. Wickham ne s'éprendra pas de moi si je puis l'en empêcher. Élisabeth, vous n'êtes pas sérieuse en ce moment. Je vous demande pardon. Je vais faire tous mes efforts pour le devenir. Pour l'instant, je ne suis pas amoureuse de Mr. Wickham. Non, très sincèrement, je ne le suis pas, mais c'est sans comparaison l'homme le plus agréable que j'ai jamais rencontré. Et s'il s'attachait à moi... Non, décidément, il vaut mieux que cela n'arrive pas. Je vois quel en serait le danger. Oh, cet horrible Mr. Darcy. L'estime de mon père me fait grand honneur, et je serais très malheureuse de la perdre. Mon père, cependant, a un faible pour Mr. Wickham. En résumé, ma chère tante, je serais désolé de vous faire de la peine, mais puisque nous voyons tous les jours que les jeunes gens qui s'aiment se laissent rarement arrêter par le manque de fortune, comment pourrais-je m'engager à me montrer plus forte que tant d'autres en cas de tentation? Comment même pourrais-je être sûr qu'il est plus sage de résister? Aussi, tout ce que je puis vous promettre, c'est de ne rien précipiter, de ne pas me hâter de croire que je suis l'unique objet des pensées de Mr. Wickham. En un mot, je ferai de mon mieux. Peut-être serait-il bon de ne pas l'encourager à venir aussi souvent. Tout au moins pourriez-vous ne pas suggérer à votre mère de l'inviter. Comme je l'ai fait l'autre jour, dit Élisabeth qui sourit à l'allusion. C'est vrai, il serait sage de m'en abstenir. Mais ne croyez pas que ces visites soient habituellement aussi fréquentes. C'est en votre honneur qu'on l'a invité si souvent cette semaine. Vous connaissez les idées de ma mère sur la nécessité d'avoir continuellement du monde pour distraire ses visiteurs. En toute sincérité, j'essaierai de faire ce qui me semblera le plus raisonnable. Et maintenant, j'espère que vous voilà satisfaite. Sur la réponse affirmative de sa tante, Élisabeth la remercia de son affectueux intérêt, et ainsi se termina l'entretien. Exemple bien rare d'un avis donné en pareille matière, sans blesser le personnage qui le reçoit. Mr. Collins revint en Hertfordshire, après le départ des Gardiner et de Jane. Mais comme il descendit cette fois chez les Lucas, son retour ne gêna pas beaucoup Mrs. Bennet. Le jour du mariage approchant, elle s'était enfin résignée à considérer l'événement comme inévitable, et allait jusqu'à dire d'un ton désagréable qu'elle souhaitait qu'il fût heureux. Le mariage devant avoir lieu le jeudi, Miss Lucas vint le mercredi à Longbourn pour faire sa visite d'adieu. Lorsqu'elle se leva pour prendre congé, Élisabeth, confuse de la mauvaise grâce de sa mère et de ses souhaits dépourvus de cordialité, sortit de la pièce en même temps que Charlotte pour la reconduire. Comme elles descendaient ensemble, celle-ci lui dit « Je compte recevoir souvent de vos nouvelles, Élisabeth. Je vous le promets. Et j'ai une autre faveur à vous demander, celle de venir me voir. Nous nous rencontrerons souvent ici, je l'espère. Il est peu probable que je quitte le Kent d'ici quelque temps. Promettez-moi donc de venir à Hunsford. » Élisabeth ne pouvait refuser, bien que la perspective de cette visite la séduisît peu au premier abord. Mon père et Maria doivent venir me faire visite en mars. Vous consentirez, je l'espère, à les accompagner, et vous serez accueillis aussi chaleureusement qu'eux-mêmes. Le mariage eut lieu. Les mariés partirent pour le Kent au sortir de l'église, et dans le public on échangea les propos habituels en de telles circonstances. Les premières lettres de Charlotte furent accueillies avec empressement. On se demandait naturellement avec curiosité comment elle parlerait de sa nouvelle demeure, de Lady Catherine, et surtout de son bonheur. Les lettres lues, Élisabeth vit que Charlotte s'exprimait sur chaque point exactement comme elle l'avait prévu. Elle écrivait avec beaucoup de gaieté, semblait jouir d'une existence pleine de confort, et louait tout ce dont elle parlait. La maison, le mobilier, les voisins, les routes, ne laissaient rien à désirer, et Lady Catherine se montrait extrêmement aimable et obligeante. Dans tout cela, on reconnaissait les descriptions de Mr. Collins sous une forme plus tempérée.
Élisabeth comprit qu'il lui faudrait attendre d'aller à Hunsford pour connaître le reste. Jane avait déjà écrit quelques lignes pour annoncer qu'elle avait fait bon voyage, et Élisabeth espérait que sa seconde lettre parlerait un peu des Bingley. Cet espoir eut le sort de tous les espoirs en général. Au bout d'une semaine passée à Londres, Jane n'avait ni vu Caroline ni rien reçu d'elle. Ce silence, elle l'expliquait en supposant que sa dernière lettre écrite de Longbourn s'était perdue. Ma tante, continuait-elle, va demain dans le quartier, et j'en profiterai pour passer à Grosvenor Street. La visite faite, elle écrivit de nouveau. Elle avait vu Miss Bingley. Je n'ai pas trouvé à Caroline beaucoup d'entrain, disait-elle, mais elle a paru très contente de me voir et m'a reproché de ne pas lui avoir annoncé mon arrivée à Londres. Je ne m'étais donc pas trompé. Elle n'avait pas reçu ma dernière lettre. J'ai naturellement demandé des nouvelles de son frère. Il va bien, mais est tellement accaparé par Mr. Darcy que ses sœurs le voient à peine. Et j'ai appris au cours de la conversation qu'elles attendaient Miss Darcy à dîner. J'aurais bien aimé la voir. Ma visite n'a pas été longue parce que Caroline et Mrs. Hurst allaient sortir. Je suis sûr qu'elles ne tarderont pas à me la rendre. Élisabeth hocha la tête en lisant cette lettre. Il était évident qu'un hasard seul pouvait révéler à Mr. Bingley la présence de sa sœur à Londres. Un mois s'écoula sans que Jane entendît parler de lui. Elle tâchait de se convaincre que ce silence la laissait indifférente, mais il lui était difficile de se faire encore l'illusion sur les sentiments de Miss Bingley. Après l'avoir attendue de jour en jour pendant une quinzaine, en lui trouvant chaque soir une nouvelle excuse, elle la vit enfin apparaître. Mais la brièveté de sa visite, et surtout le changement de ses manières, lui ouvrirent cette fois les yeux. Voici ce qu'elle écrivit à ce propos à sa sœur. Vous êtes trop bonne, ma chère Lizzie, j'en suis sûre, pour vous glorifier d'avoir été plus perspicace que moi quand je vous confesserai que je m'étais complètement abusée sur les sentiments de Miss Bingley à mon égard. Mais, ma chère sœur, bien que les faits vous donnent raison, ne m'accusez pas d'obstination si j'affirme qu'étant donné ces démonstrations passées, ma confiance était aussi naturelle que vos soupçons. Je ne comprends pas du tout pourquoi Caroline a désiré se lier avec moi, et si les mêmes circonstances se représentaient, il serait possible que je m'y laisse prendre de nouveau. C'est hier seulement qu'elle m'a rendu ma visite, et jusque-là elle ne m'avait pas donné le moindre signe de vie. Il était visible qu'elle faisait cette démarche sans plaisir. Elle s'est vaguement excusée de n'être pas venue plus tôt, n'a pas dit une parole qui témoignât du désir de me revoir, et m'a paru en tout point tellement changée que lorsqu'elle est partie, j'étais parfaitement résolu à laisser tomber nos relations. Je ne puis m'empêcher de la blâmer et de la plaindre à la fois. Elle a eu tort de me témoigner tant d'amitié, car je puis certifier que toutes les avances sont venues d'elle. Mais je la plains, cependant, parce qu'elle doit sentir qu'elle a mal agi et que sa sollicitude pour son frère en est la cause. Je n'ai pas besoin de m'expliquer davantage. Je suis étonné seulement que ses craintes subsistent encore à l'heure qu'il est, car si son frère avait pour moi la moindre inclination, il y a longtemps qu'il aurait tâché de me revoir. Il sait certainement que je suis à Londres. Une phrase de Caroline me l'a laissé à entendre. Je n'y comprends rien. J'aurais presque envie de dire qu'il y a dans tout cela quelque chose de louche, si je ne craignais de faire un jugement téméraire. Mais je vais essayer de chasser ces pensées pénibles pour me souvenir seulement de ce qui peut me rendre heureuse. Votre affection, par exemple, et l'inépuisable bonté de mon oncle et de ma tante. Écrivez-moi bientôt. Miss Bingley m'a fait comprendre que son frère ne retournait pas... Pardon. Miss Bingley m'a fait comprendre que son frère ne retournerait pas à Netherfield et résilierait son bail, mais sans rien dire de précis. N'en parlons pas, cela vaut mieux. Je suis très heureuse que vous ayez de bonnes nouvelles de vos amis de Hunsford. Il faut que vous alliez les voir avec Sir William et Maria. Vous ferez là-bas, j'en suis sûre, un agréable séjour. À vous affectueusement. Cette lettre causa quelque peine à Élisabeth, mais elle se réconforta bientôt par la pensée que Jane avait cessé d'être dupe de Miss Bingley. Du frère, il n'y avait plus rien à espérer. Un retour à ses premiers sentiments ne semblait même plus souhaitable à Élisabeth, tant il avait baissé dans son estime. Son châtiment serait d'épouser bientôt Miss Darcy, qui, sans doute, si Wickham avait dit la vérité, lui ferait regretter amèrement ce qu'il avait dédaigné. À peu près vers cette époque, Mrs. Gardiner rappela à sa nièce ce qu'elle lui avait promis au sujet de Wickham et réclama d'être tenue au courant. La réponse que fit Élisabeth était de nature à satisfaire sa tante plutôt qu'elle-même. La prédilection que semblait lui témoigner Wickham avait disparu, son empressement avait cessé, ses soins avaient changé d'objet. Élisabeth s'en rendait compte, mais pouvait constater ce changement sans en éprouver un vrai chagrin.
Son cœur n'avait été que légèrement touché, et la conviction que seule la question de fortune l'avait empêché d'être choisi suffisait à satisfaire son amour-propre. Un héritage inattendu de 10 000 livres était le principal attrait de la jeune fille à qui maintenant s'adressaient ses hommages, mais Élisabeth, moins clairvoyante ici, semblait-il que dans le cas de Charlotte, n'en voulait point à Wickham de la prudence de ses calculs. Au contraire, elle ne trouvait rien de plus naturel, et, tout en supposant qu'il avait dû lui en coûter un peu de renoncer à son premier rêve, elle était prête à approuver la sagesse de sa conduite, et souhaitait sincèrement qu'il fût heureux. Élisabeth disait en terminant sa lettre à Mrs. Gardiner: Je suis convaincue maintenant, ma chère tante, que mes sentiments pour lui n'ont jamais été bien profonds. Autrement, son nom seul me ferait horreur, et je lui souhaiterais toutes sortes de maux. Or, non seulement je me sens pour lui pleine de bienveillance, mais encore je n'en veux pas le moins du monde à Miss King, et ne demande qu'à lui reconnaître beaucoup de qualités. Tout ceci ne peut vraiment pas être de l'amour. Ma vigilance a produit son effet. Certes, je serais plus intéressante si j'étais folle de chagrin, mais je préfère, somme toute, la médiocrité de mes sentiments. Kitty et Lydia prennent plus à cœur que moi la défection de Mr. Wickham. Elles sont jeunes, et l'expérience ne leur a pas encore appris que les jeunes gens les plus aimables ont besoin d'argent pour vivre, tout aussi bien que les autres. Et c'est la fin du chapitre 26. On se marque une pause, les amis. J'ai l'impression d'avoir lu déjà un sacré bout de temps. Je suis étonné, je pensais pas à ce point. C'était sympa. C'était très sympa ces chapitres, je trouve. Franchement, pour le moment, j'ai l'impression que ça ne va que en s'améliorant. J'entre de plus en plus dans l'histoire au fur et à mesure. Et je prends de plus en plus de plaisir à découvrir un petit peu les intrications des différentes relations, les évolutions de ces relations. Franchement, ouais, je trouve que c'est vraiment de mieux en mieux. Et, euh, et là, j'ai trouvé ces chapitres-là particulièrement intéressants parce que les discussions entre Elizabeth et Jane et les discussions entre Elizabeth et Mrs. Gardiner, je les trouve trop cool, justement sur un peu la manière dont on voit l'amour, sur la manière dont on peut s'emballer dans une relation et ainsi de suite. C'est des thèmes qui me parlent, c'est des thèmes où je me reconnais, où je me dis, ah, moi je peux avoir telle manière de penser, moi je peux avoir plutôt telle manière de penser. Donc c'est ultra intéressant. Tu vas finir par rentrer dans le fan club de ce livre. Je ne sais pas si je vais être dans le fan club. Franchement, bon, j'ai pas envie de juger avant d'avoir terminé. Franchement, je pense qu'il y a peu de chances que ça entre dans mon panthéon, dans mon top. Mais franchement, pour le moment, c'est déjà une bonne découverte. Et je doute pas que ce sera une bonne découverte. Jusqu'au bout. Je pense. Mais ouais, du coup, ces considérations presque d'un ordre philosophique sur l'amour et ainsi de suite, je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Notamment le fait que bah, du coup on voit une évolution encore une fois, parce que là, il y a eu pas mal d'événements et pas mal d'ellipses de temps en fait. Donc de voir l'évolution de la relation de Jane, l'évolution de la relation d'Elizabeth, c'est giga intéressant. De voir que quelque part elles avaient toute une position sur laquelle elles sont revenues. Euh, Qu'Elisabeth arrive à prôner un amour où ce qui prévaut surtout est l'amour et non pas les intéressements, l'argent et ainsi de suite. Et qui au final, à la fin, excuse Wickham de cette manière. Je sais pas, je sens que est-ce que il n'y a pas un truc pour nous faire comprendre qu'en fait ça la laisse pas complètement indifférente mais qu'elle se voile un peu la face? On va voir. Ou bien est-ce qu'elle se voilait la face en premier lieu du coup quand elle a donné sa version à Mrs. Gardiner. Mais c'est marrant parce que voilà, on voit qu'il y a quelque chose un petit peu de contradictoire là-dedans. Donc c'est intéressant. Et puis pareil, Elisabeth qui revient sur sa position. Et en même Jane, pardon, qui revient sur sa position également. Mais en même temps, Jane, j'aime beaucoup le personnage de Jane. Et je me demande vraiment pourquoi Jane Austen a appelé ce personnage Jane. Est-ce que c'est parce que c'est le personnage dont elle se sent le plus proche IRL? Est-ce que c'est le personnage avec lequel elle a le plus d'affinité? Est-ce qu'elle lui prête des paroles et des pensées qu'elle aurait elle-même?
Ou est-ce que, au contraire, c'est peut-être une manière de se moquer d'elle-même, ou j'en sais rien. Euh, mais j'aime beaucoup le personnage de Jane. En fait, enfin ouais, Mrs. Gardiner, Jane et Elizabeth, je trouve que c'est un très bon trio, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ces chapitres-là. J'adore la mentalité de Jane. Je sais à quel point elle est douloureuse, on en parle dans ces chapitres. Mais j'adore sa mentalité, c'est un peu ma mentalité de grosso modo essayer de ne voir que le bon en toute personne et d'être en mode bah ouais mais non mais en fait il a peut-être pas fait exprès, il a peut-être fait des erreurs et puis c'est peut-être pas de sa faute et ainsi de suite et ainsi de suite. Essayer de toujours voilà retrouver le bon en la personne et se dire que il n'y a pas d'acte malveillant hyper réfléchi, hyper poussé, enfin ouais, de laisser un peu le bénéfice du doute ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est des questions qui m'intéressent vachement et parce que bah, ça remet aussi en cause ma personnalité. Justement, en ce moment, je me demande entre guillemets si c'est pas un truc qui me fait défaut parce que bah il y a aussi des gens, on va dire, qui ont tendance à blesser plus facilement les personnes trop gentilles avec des guillemets, même si je déteste cette expression de trop gentil parce que pour moi on peut pas être trop gentil, mais bon bref. Ça part complètement de la lecture, mais tout ça pour dire que c'est des thématiques que je trouve ultra intéressantes. Et, euh, et du coup, d'avoir vraiment des personnages qui ont un réel avis et un réel avis qui peut s'entendre. C'est-à-dire que on peut autant être d'accord avec Jane qu'avec Mrs. Gardiner qu'avec Elizabeth, ou picorer un peu d'éléments de chaque. C'est hyper agréable. Il y a pas tellement l'impression, je trouve, d'un personnage qui aurait complètement raison et les autres complètement tort. Donc ça ajoute de la complexité au discours qui est pas désagréable. J'ai vraiment kiffé ces chapitres-là. Alors par contre, est-ce que ces chapitres-là avec avec Mr. Collins et Lucas, enfin Charlotte Lucas qui se marie, euh, Jane qui semble perdre Mr. Bingley, ça pareil, est-ce que par la suite il va pas y avoir un revirement de situation, on va voir, mais et puis Elisabeth qui semble se désintéresser de Wickham. Je suis très curieux des prochains chapitres. Comment ça va rebondir, par où ça va repartir. Parce que là, j'arrive pas trop à cerner où va aller l'histoire. Donc ça me régale. Ça me régale. Parce qu'on arrive à la page 150 sur 380, un truc comme ça. Ah non, moins que ça. 370. Donc voilà, on arrive à un gros tiers. Et, euh, et je suis très curieux de voir comment ils vont relancer la machine. Bref, Sarah, je te souhaite une bonne écoute encore une fois. Bonne écoute à tous ceux dans le nombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. On va repartir doucement. Je me repose la voix un tout petit peu. C'est vrai, Sarah, que toi, tu connais déjà l'œuvre. Et du coup, comment dire, c'est pas trop bizarre de redécouvrir l'œuvre pour toi? Est-ce que tu arrives toujours à trouver quelque chose d'agréable? Enfin voilà, tu vois. Est-ce que même en sachant tout ce qui va se passer, ça continue d'être kiffant pour toi? Ça me rend curieux. Désolé, j'essaie à tout prix de ne pas bâiller en live. Mais là, je sais pas, j'ai un gros coup de barre. Bref, on est y part. À tout à l'heure, bonne écoute à tous. Tout à l'heure, ça sera la dernière pause. Chapitre 27. Sans autre événement plus notable que des promenades à Meriton, tantôt par la boue et tantôt par la gelée, janvier et février s'écoulèrent. Mars devait amener le départ d'Elisabeth pour Hunsford. Tout d'abord, elle n'avait pas songé sérieusement à s'y rendre, mais bientôt, s'étant rendu compte que Charlotte comptait véritablement sur sa visite, elle en vint à envisager elle-même ce voyage avec un certain plaisir. L'absence avait excité chez elle le désir de revoir son amie et atténué en même temps son antipathie pour Mr. Collins. Ce séjour mettrait un peu de variété dans son existence, et,
comme avec sa mère et ses sœurs d'humeur si différentes, la maison n'était pas toujours un paradis, un peu de changement serait après tout le bienvenu. Elle aurait de plus l'occasion de voir Jane au passage. Bref, à mesure que le jour du départ approchait, elle eût été bien fâchée que le voyage fût remis. Tout s'arrangea le mieux du monde, et selon les premiers plans de Charlotte. Élisabeth devait partir avec Sir William et sa seconde fille. Son plaisir fut complet lorsqu'elle apprit qu'on s'arrêterait une nuit à Londres. Les adieux qu'elle échangea avec Mr. Wickham furent pleins de cordialité, du côté de Mr. Wickham tout particulièrement. Ses projets actuels ne pouvaient lui faire oublier qu'Élisabeth avait été la première à attirer son attention, la première à écouter ses confidences avec sympathie, la première à mériter son admiration. Aussi, dans la façon dont il lui souhaita un heureux séjour, en lui rappelant quel genre de personne elle allait trouver en Lady Catherine de Bourgh, et en exprimant l'espoir que, là comme ailleurs, leurs opinions s'accorderaient toujours, il y avait un intérêt, une sollicitude à laquelle Élisabeth fut extrêmement sensible, et, en le quittant, elle garda la conviction que, marié ou célibataire, il resterait toujours à ses yeux le modèle de l'homme aimable. La distance jusqu'à Londres n'était que de 24 miles, et, partis dès le matin, les voyageurs purent être chez les Gardiner à Grace Church Street vers midi. Jane, qui les guettait à une fenêtre du salon, s'élança pour les accueillir dans le vestibule. Le premier regard d'Élisabeth fut pour scruter anxieusement le visage de sa sœur, et elle fut heureuse de constater qu'elle avait bonne mine, et qu'elle était aussi fraîche et jolie qu'à l'ordinaire. Sur l'escalier se pressait toute une bande de petits garçons et de petites filles impatients de voir leur cousine. L'atmosphère était joyeuse et accueillante, et la journée se passa très agréablement, l'après-midi dans les magasins et la soirée au théâtre. Élisabeth s'arrangea pour se placer à côté de sa tante. Elles commencèrent naturellement par s'entretenir de Jane, et Élisabeth apprit avec plus de peine que de surprise que sa sœur, malgré ses efforts pour se dominer, avait encore des moments d'abattement. Mrs. Gardiner donna aussi quelques détails sur la visite de Miss Bingley, et rapporta plusieurs conversations qu'elle avait eues avec Jane, qui prouvaient que la jeune fille avait renoncé à cette relation d'une façon définitive. Mrs. Gardiner plaisanta ensuite sa nièce sur l'infidélité de Wickham, et la félicita de prendre les choses d'une âme si tranquille. « Mais comment est donc cette Miss King? Il me serait pénible de penser que notre amie est l'âme vénale. » « Pourriez-vous me dire, ma chère tante, quelle est la différence entre la vénalité et la prudence? Où finit l'une et où commence l'autre? À Noël, vous aviez peur qu'il ne m'épousât. Vous regardiez ce mariage comme une imprudence, et maintenant qu'il cherche à épouser une jeune fille, pourvue d'une modeste dot de 10 000 livres, vous voilà prête à le taxer de vénalité. Dites-moi seulement comment est Miss King, je saurai ensuite ce que je dois penser. C'est, je crois, une très bonne fille. Je n'ai jamais entendu rien dire contre elle. Mais Mr. Wickham ne s'était jamais occupé d'elle jusqu'au jour où elle a hérité cette fortune de son grand-père. Non, pourquoi l'aurait-il fait? S'il ne lui était point permis de penser à moi parce que je n'avais pas d'argent, comment aurait-il pu être tenté de faire la cour à une jeune fille qui n'en avait pas davantage, et qui par surcroît lui était indifférente? Il semble peu délicat de s'empresser auprès d'elle sitôt son changement de fortune. Un homme pressé par le besoin d'argent n'a pas le temps de s'arrêter à des convenances que d'autres ont le loisir d'observer. Si Miss King n'y trouve rien à redire, pourquoi serions-nous choqués? L'indulgence de Miss King ne le justifie point. Cela prouve seulement que quelque chose lui manque aussi, bon sens ou délicatesse. Eh bien, s'écria Élisabeth, qu'il en soit comme vous le voulez, et admettons une fois pour toutes qu'elle est sotte, et qu'il est, lui, un coureur de dot. Non, Lizzie, ce n'est pas du tout ce que je veux. Il m'est pénible de porter ce jugement sévère sur un jeune homme originaire du Derbyshire. Oh, quant à cela, j'ai une assez pauvre opinion des jeunes gens du Derbyshire, et leurs intimes amis du Hertfordshire ne valent pas beaucoup mieux. Je suis excédé des uns et des autres. Dieu merci. Je vais voir demain un homme totalement dépourvu de sens, d'intelligence et d'éducation, et je finis par croire que ces gens-là seuls sont agréables à fréquenter. Prenez garde, Lizzie. Voilà un discours qui sent fort le désappointement. Avant la fin de la représentation, Élisabeth eut le plaisir d'être inattendue de se voir invitée. Avant la fin de la représentation, Élisabeth eut le plaisir très inattendu de se voir invitée par son oncle et sa tante à les accompagner dans le voyage d'agrément qu'ils projetaient pour l'été suivant. Nous n'avons pas encore décidé où nous irons, peut-être dans la région des lacs.
Nul projet ne pouvait être plus attrayant pour Élisabeth, et l'invitation fut acceptée avec empressement et reconnaissance. Oh, ma chère tante, s'écria-t-elle ravie, vous me transportez de joie. Quelles heures exquises nous passerons ensemble. Adieu, tristesse et déception. Nous oublierons les hommes en contemplant les montagnes. Chapitre 28. Dans le voyage du lendemain, tout parut nouveau et intéressant à Élisabeth. Rassurée sur la santé de Jane par sa belle mine et ravie par la perspective de son voyage dans le nord, elle se sentait pleine d'entrain et de gaieté. Quand on quitta la grande route pour prendre le chemin de Hunsford, tous cherchèrent des yeux le presbytère, s'attendant à le voir surgir à chaque tournant. Leur route longeait d'un côté la grille de Rosings Park. Élisabeth sourit en se souvenant de tout ce qu'elle avait entendu au sujet de sa propriétaire. Enfin, le presbytère apparut. Le jardin descendant jusqu'à la route, les palissades vertes, la haie de laurier, tout annonçait qu'on était au terme du voyage. Mr. Collins et Charlotte se montrèrent à la porte, et la voiture s'arrêta devant la barrière, séparée de la maison par une courte avenue de lauriers. Mrs. Collins reçut son amie avec une joie si vive qu'Élisabeth, devant cet accueil affectueux, se félicita encore davantage d'être venue. Elle vit tout de suite que le mariage n'avait pas changé son cousin, et que sa politesse était toujours aussi cérémonieuse. Il la retint plusieurs minutes à la porte pour s'informer de toute sa famille, puis après avoir, en passant, fait remarquer le bel aspect de l'entrée, il introduisit ses hôtes sans plus de délai dans la maison. Au salon, il leur souhaita une seconde fois la bienvenue dans son modeste presbytère, et répéta ponctuellement les offres de rafraîchissement que sa femme faisait aux voyageurs. Élisabeth s'attendait à le voir briller de tout son éclat, et, pendant qu'il faisait admirer les belles proportions du salon, l'idée lui vint qu'il s'adressait particulièrement à elle comme s'il souhaitait de lui faire sentir tout ce qu'elle avait perdu en refusant de l'épouser. Il lui eût été difficile pourtant d'éprouver le moindre regret, et elle s'étonnait plutôt que son ami, vivant avec un tel compagnon, pût avoir l'air aussi joyeux. Toutes les fois que Mr. Collins proférait quelque sottise, et la chose n'était pas rare, les yeux d'Élisabeth se tournaient involontairement vers sa femme. Une ou deux fois, elle crut surprendre sur son visage une faible rougeur, mais la plupart du temps, Charlotte, très sagement, avait l'air de ne pas entendre. Après avoir tenu ses visiteurs assez longtemps pour leur faire admirer en détail le mobilier, depuis le bahut jusqu'au garde-feu, et entendre le récit de leur voyage, Mr. Collins les emmena faire le tour du jardin qui était vaste, bien dessiné, et qu'il cultivait lui-même. Travailler dans son jardin était un de ses plus grands plaisirs. Élisabeth admira le sérieux avec lequel Charlotte vantait la salubrité de cet exercice et reconnaissait qu'elle encourageait son mari à s'y livrer le plus possible. Mr. Collins les conduisit dans toutes les allées et leur montra tous les points de vue avec une minutie qui en faisait oublier le pittoresque. Mais de toutes les vues que son jardin, la contrée et même le royaume pouvaient offrir, aucune n'était comparable à celle du manoir de Rosings, qu'une trouée dans les arbres du parc permettait d'apercevoir presque en face du presbytère. C'était un bel édifice de construction moderne, fort bien situé sur une éminence. Après le jardin, Mr. Collins voulut leur faire le tour de ces deux prairies, mais les dames, qui n'étaient point chaussées pour affronter les restes d'une gelée blanche, se récusèrent, et tandis qu'il continuait sa promenade avec Sir William, Charlotte ramena sa sœur et son amie à la maison, heureuse sans doute de pouvoir la leur faire visiter sans l'aide de son mari. Petite, mais bien construite, elle était commodément agencée, et tout y était organisé avec un ordre et une intelligence dont Élisabeth attribua tout l'honneur à Charlotte. Cette demeure, évidemment, était fort plaisante à condition d'en oublier le maître, et, en voyant à quel point Charlotte se montrait satisfaite, Élisabeth conclut qu'elle l'oubliait souvent. On avait tout de suite prévenu les arrivants que Lady Catherine était encore à la campagne. On reparla d'elle au dîner, et Mr. Collins observa. « Oui, Miss Élisabeth, vous aurez l'honneur de voir Lady Catherine de Bourgh dimanche prochain, et certainement elle vous charmera. C'est l'aménité et la bienveillance en personne, et je ne doute pas qu'elle n'ait la bonté de vous adresser la parole à l'issue de l'office. Je ne crois pas m'avancer en vous annonçant qu'elle vous comprendra ainsi que ma sœur Maria dans les invitations qu'elle nous fera pendant votre séjour ici. Sa manière d'être à l'égard de ma chère Charlotte est des plus aimables. Nous dînons à Rosings 2 fois par semaine et jamais sa grâce ne nous laisse revenir à pied. Sa voiture est toujours prête pour nous ramener. Je devrais dire une de ses voitures, car sa grâce en a plusieurs. Lady Catherine est une femme intelligente et respectable, appuya Charlotte, et c'est pour nous une voisine remplie d'attention.
Très juste, ma chère amie. Je le disais à l'instant, c'est une personne pour laquelle on ne peut avoir trop de déférence. La soirée se passa tout entière à parler du Hertfordshire. Une fois retirée dans la solitude de sa chambre, Élisabeth put méditer à loisir sur le bonheur dont semblait jouir son amie. À voir avec quel calme Charlotte supportait son mari, avec quelle adresse elle le gouvernait, Élisabeth fut obligée de reconnaître qu'elle s'en tirait à merveille. Dans l'après-midi du jour suivant, pendant qu'elle s'habillait pour une promenade, un bruit soudain parut mettre toute la maison en rumeur. Elle entendit quelqu'un monter précipitamment l'escalier en l'appelant à grands cris. Elle ouvrit la porte et vit sur le palier Maria hors d'haleine. « Élisabeth, venez vite voir quelque chose d'intéressant. Je ne veux pas vous dire ce que c'est. Dépêchez-vous et descendez tout de suite à la salle à manger. » Sans pouvoir obtenir un mot de plus de Maria, elle descendit rapidement avec elle dans la salle à manger, qui donnait sur la route et, de là, vit deux dames dans un petit phaéton, arrêtées à la barrière du jardin. « C'est tout » s'exclama Élisabeth. « Je pensais pour le moins que toute la basse-cour avait envahi le jardin, et vous n'avez à me montrer que Lady Catherine et sa fille. »« Oh, ma chère, dit Maria, scandalisée de sa méprise, ce n'est pas Lady Catherine, c'est Miss Jenkinson, la dame de compagnie, et Miss de Bourgh. Regardez-la. Quelle petite personne. Qui aurait pu la croire si mince, si chétive? Quelle impolitesse de retenir Charlotte dehors par un vent pareil. Pourquoi n'entre-t-elle pas? Charlotte dit que cela ne lui arrive presque jamais. C'est une véritable faveur quand Miss de Bourgh consent à entrer. Son extérieur me plaît, murmura Élisabeth, dont la pensée était ailleurs. Elle a l'air maussade et maladif. Elle lui conviendra très bien. C'est juste la femme qu'il lui faut. Mr. Collins et Charlotte étaient tous les deux à la porte, en conversation avec ces dames. Sir William, debout sur le perron, ouvrait de grands yeux en contemplant ce noble spectacle, et, au grand amusement d'Élisabeth, saluait chaque fois que Miss de Bourgh regardait de son côté. Enfin, ces dames repartirent, et tout le monde rentra dans la maison. Mr. Collins, en apercevant les jeunes filles, les félicita de leur bonne fortune, et Charlotte expliqua qu'ils étaient tous invités à dîner à Rosings pour le lendemain. Chapitre 29. Mr. Collins exultait. « J'avoue, dit-il, que je m'attendais un peu à ce que sa grâce nous demandât d'aller dimanche prendre le thé et passer la soirée avec elle. J'en étais presque sûr, tant je connais sa grande amabilité. Mais qui aurait pu imaginer que nous recevrions une invitation à dîner, une invitation pour tous les 5, sitôt après votre arrivée? »« C'est une chose qui me surprend moins, répliqua Sir William, ma situation m'ayant permis de me familiariser avec les usages de la haute société. À la cour, les exemples d'une telle courtoisie ne sont pas rares. » On ne parla guère d'autre chose ce jour-là, et pendant la matinée qui suivit. Mr. Collins s'appliqua à préparer ses hôtes aux grandeurs qui les attendaient afin qu'ils ne fussent pas trop éblouis par la vue des salons, le nombre des domestiques et la magnificence du dîner. Quand les dames montèrent pour s'apprêter, il dit à Élisabeth « Ne vous faites pas de soucis, ma chère cousine, au sujet de votre toilette. Lady Catherine ne réclame nullement de vous l'élégance qui sied à son rang et à celui de sa fille. Je vous conseille simplement de mettre ce que vous avez de mieux. Faire plus serait inutile. Ce n'est pas votre simplicité qui donnera de vous une moins bonne opinion à Lady Catherine. Elle aime que les différences sociales soient respectées. » Pendant qu'on s'habillait, il vint plusieurs fois aux portes des différentes chambres pour recommander de faire diligence, car Lady Catherine n'aimait pas qu'on retardât l'heure de son dîner. Tous ces détails sur Lady Catherine et ses habitudes finissaient par effrayer Maria, et Sir William n'avait pas ressenti plus d'émotion lorsqu'il avait été présenté à la cour que sa fille n'en éprouvait à l'idée de passer le seuil du château de Rosings. Comme le temps était doux, la traversée du parc fut une agréable promenade. Chaque parc a sa beauté propre. Ce qu'Élisabeth vit de celui de Rosings l'enchanta, bien qu'elle ne pût manifester un enthousiasme égal à celui qu'attendait Mr. Collins, et qu'elle accueillit avec une légère indifférence les renseignements qu'il lui donnait sur le nombre des fenêtres du château et la somme que Sir Lewis de Bourgh avait dépensée jadis pour les faire vitrer. La timidité de Maria augmentait à chaque marche du perron, et Sir William lui-même paraissait un peu troublé. Après avoir passé le grand hall d'entrée, dont Mr. Collins, en termes lyriques, fit remarquer les belles proportions et la décoration élégante, ils traversèrent une antichambre et le domestique les introduisit dans la pièce où se trouvait Lady Catherine en compagnie de sa fille et de Mrs. Jenkinson. Avec une grande condescendance, sa grâce se leva pour les accueillir,
et comme Mrs. Collins avait signifié à son mari qu'elle se chargeait des présentations, tout se passa le mieux du monde. Malgré son passage à la cour, Sir William était tellement impressionné par la splendeur qui l'entourait qu'il eut juste assez de présence d'esprit pour faire un profond salut et s'asseoir sans mot dire. Sa fille, à moitié morte de peur, s'assit sur le bord d'une chaise, ne sachant de quel côté partager ses regards. Élisabeth, au contraire, avait tout son sang-froid, et put examiner avec calme les 3 personnes qu'elle avait devant elle. Lady Catherine était grande, et ses traits fortement accentués avaient dû être beaux. Son expression n'avait rien d'aimable, pas plus que sa manière d'accueillir ses visiteurs n'était de nature à leur faire oublier l'infériorité de leur rang. Elle ne gardait pas un silence hautain, mais elle disait tout d'une voix impérieuse, qui marquait bien le sentiment qu'elle avait de son importance. Élisabeth se rappela ce que lui avait dit Wickham, et de ce moment fut persuadée que Lady Catherine répondait exactement au portrait qu'il lui en avait fait. Miss de Bourgh n'offrait aucune ressemblance avec sa mère, et Élisabeth fut presque aussi étonnée que Maria de sa petite taille et de sa maigreur. Elle parlait peu, si ce n'est à voix basse, en s'adressant à Mrs. Jenkinson. Celle-ci, personne d'apparence insignifiante, était uniquement occupée à écouter Miss de Bourgh et à lui rendre de menus services. Au bout de quelques minutes, Lady Catherine invita ses visiteurs à se rendre tous à la fenêtre pour admirer la vue. Mr. Collins s'empressa de leur détailler les beautés du paysage, tandis que Lady Catherine les informait avec bienveillance que c'était beaucoup plus joli en été. Le repas fut magnifique. On y vit tous les domestiques, toutes les pièces d'argenterie que Mr. Collins avait annoncées. Comme il l'avait également prédit, sur le désir exprimé par Lady Catherine, il prit place en face d'elle, marquant par l'expression de son visage qu'en ce monde, aucun honneur plus grand ne pouvait lui échoir. Il découpait, mangeait, et faisait des compliments avec la même allégresse joyeuse. Chaque nouveau plat était d'abord célébré par lui, puis par Sir William, qui, maintenant remis de sa première émotion, faisait écho à tout ce que disait son gendre. À la grande surprise d'Élisabeth, une admiration aussi excessive paraissait enchanter Lady Catherine, qui souriait gracieusement. La conversation n'était pas très animée. Élisabeth aurait parlé volontiers, si elle en avait eu l'occasion, mais elle était placée entre Charlotte et Miss de Bourgh. La première était absorbée par l'attention qu'elle prêtait à Lady Catherine, et la seconde n'ouvrait pas la bouche. Mrs. Jenkinson ne parlait que pour remarquer que Miss de Bourgh ne mangeait pas, et pour exprimer la crainte qu'elle ne fût indisposée. Maria n'aurait jamais osé dire un mot, et les 2 messieurs ne faisaient que manger et s'extasier. De retour au salon, les dames n'eurent qu'à écouter Lady Catherine qui parla sans interruption jusqu'au moment où le café fut servi, donnant son avis sur toute chose d'un ton qui montrait qu'elle ignorait la contradiction. Elle interrogea familièrement Charlotte sur son intérieur et lui donna 1000 conseils pour la conduite de son ménage et de sa basse-cour. Élisabeth vit qu'aucun sujet n'était au-dessus de cette grande dame, pourvu qu'elle y trouvât une occasion de diriger et de régenter ses semblables. Entre-temps, elle posa toutes sortes de questions aux 2 jeunes filles, et plus particulièrement à Élisabeth, sur le compte de laquelle elle se trouvait moins renseignée et qui, observa-t-elle à Mrs. Collins, paraissait une petite jeune fille gentille et bien élevée. Elle lui demanda combien de sœurs elle avait, si aucune n'était sur le point de se marier, si elles étaient jolies, où elles avaient été élevées, quel genre d'équipage avait son père et quel était le nom de jeune fille de sa mère. Élisabeth trouvait toutes ces questions assez indiscrètes, mais y répondit avec beaucoup de calme. Enfin, Lady Catherine observa. Le domaine de votre père doit revenir à Mr. Collins, n'est-ce pas? J'en suis heureuse pour vous, dit-elle en se tournant vers Charlotte, bien que je n'approuve pas une disposition qui dépossède les femmes héritières en ligne directe. On n'a rien fait de pareil dans la famille de Bourgh. Jouez-vous du piano et chantez-vous, Miss Bennet? Un peu. Alors un jour ou l'autre nous serons heureuses de vous entendre. Notre piano est excellent, probablement supérieur à... Enfin, vous l'essaierez. Vos sœurs sont-elles aussi musiciennes? L'une d'elles, oui, madame. Pourquoi pas toutes? Vous auriez dû prendre toutes des leçons. Les demoiselles Webb sont toutes musiciennes, et leur père n'a pas la situation du vôtre. Faites-vous du dessin? Pas du tout. Quoi? Aucune d'entre vous? Aucune. Comme c'est étrange. Sans doute l'occasion vous aura manqué. Votre mère aurait dû vous mener à Londres chaque printemps pour vous faire prendre des leçons. Je crois que ma mère l'eût fait volontiers, mais mon père à Londres en horreur. Avez-vous encore votre institutrice? Nous n'en avons jamais eu.
Bonté du ciel, 5 filles élevées à la maison sans institutrice. Je n'ai jamais entendu chose pareille. Quel esclavage pour votre mère. Élisabeth ne put s'empêcher de sourire et affirma qu'il n'en avait rien été. Alors, qui vous faisait travailler? Qui vous surveillait, sans institutrice? Vous deviez être bien négligée. Mon Dieu, madame, toutes celles d'entre nous qui avaient le désir de s'instruire en ont eu les moyens. On nous encourageait beaucoup à lire et nous avons eu tous les maîtres nécessaires. Assurément, celles qui le préféraient étaient libres de ne rien faire. Bien entendu, et c'est ce que la présence d'une institutrice aurait empêché. Si j'avais connu votre mère, j'aurais vivement insisté pour qu'elle en prît une. On ne saurait croire le nombre de familles auxquelles j'en ai procuré. Je suis toujours heureuse, quand je le puis, et placer une jeune personne dans de bonnes conditions. Grâce à moi, 4 nièces de Mrs. Jenkinson ont été pourvues de situations fort agréables. Vous ai-je dit, Mrs. Collins, que Lady Metcalfe est venue me voir hier pour me remercier? Il paraît que Miss Pope est une véritable perle. Parmi vos jeunes sœurs, y en a-t-il qui sortent déjà, Miss Bennet? Oui, madame, toutes. Toutes? Quoi? Alors toutes les 5 à la fois? Et vous n'êtes que la seconde, et les plus jeunes sortent avant que les aînées soient mariées. Quel âge ont-elles donc? La dernière n'a pas encore 16 ans. C'est peut-être un peu tôt pour aller dans le monde, mais madame, ne serait-il pas un peu dur pour des jeunes filles d'être privées de leur part légitime de plaisir, parce que les aînés n'ont pas l'occasion ou le désir de se marier de bonne heure? En vérité, dit lady Catherine, vous donnez votre avis avec bien de l'assurance pour une si jeune personne. Quel âge avez-vous donc? Votre grâce doit comprendre, répliqua Élisabeth en souriant, qu'avec 3 jeunes sœurs qui vont dans le monde, je ne me soucie plus d'avouer mon âge. Cette réponse parut interloquer lady Catherine. Élisabeth était sans doute la première créature assez téméraire pour s'amuser de sa majestueuse impertinence. Vous ne devez pas avoir plus de 20 ans. Vous n'avez donc aucune raison de cacher votre âge. Je n'ai pas encore 21 ans. Quand les messieurs revinrent et qu'on eut pris le thé, les tables de jeu furent apportées. Lady Catherine, Sir William, Mr. et Mrs. Collins s'installèrent pour une partie de quadrille. Miss de Bourgh préférait le casino. Les 2 jeunes filles et Mrs. Jenkinson eurent donc l'honneur de jouer avec elle une partie remarquablement ennuyeuse. On n'ouvrait la bouche, à leur table, que pour parler du jeu, sauf lorsque Mrs. Jenkinson exprimait la crainte que Miss de Bourgh eût trop chaud, trop froid, ou qu'elle fût mal éclairée. L'autre table était beaucoup plus animée. C'était lady Catherine qui parlait surtout pour noter les fautes de ses partenaires ou raconter des souvenirs personnels. Mr. Collins approuvait tout ce que disait sa grâce, la remerciant chaque fois qu'il gagnait une fiche, et s'excusant lorsqu'il avait l'impression d'en gagner trop. Sir William parlait peu. Il tâchait de meubler sa mémoire d'anecdotes et de noms aristocratiques. Lorsque lady Catherine et sa fille en eurent assez du jeu, les tables furent enlevées et la voiture fut proposée à Mr. Collins, qu'il accepta avec gratitude. La société se réunit alors autour du feu pour écouter lady Catherine décider quel temps il ferait le lendemain. Puis, la voiture étant annoncée, Mr. Collins réitéra ses remerciements, Sir William multiplia les saluts, et l'on se sépara. À peine la voiture s'était-elle ébranlée qu'Élisabeth fut invitée par son cousin à dire son opinion sur ce qu'elle avait vu à Rosings. Par égard pour Charlotte, elle s'appliqua à la donner aussi élogieuse que possible. Mais ces louanges, malgré la peine qu'elle prenait pour les formuler, ne pouvaient satisfaire Mr. Collins, qui ne tarda pas à se charger lui-même du panégyrique de sa grâce. Et c'est la fin du chapitre 29. Nous marquons une courte pause. Ok. Intéressant, on les voit un petit peu bouger, c'est marrant, franchement, on a une pléthore de personnages, mais je trouve qu'on arrive assez bien à s'y retrouver finalement. On arrive assez bien comment dire, à identifier les personnalités de chacun. Euh, c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. On voit là peut-être la mondanité dans sa plus parfaite incarnation en tant que Lady Catherine du coup. Donc c'est assez marrant de voir Elisabeth lui répondre un petit peu
presque à la taquinerie, je dirais. Donc c'est vraiment sympa. Euh, et puis c'est toujours vraiment intéressant, je trouve, d'avoir. En fait, on a quand même, comment dire, beaucoup de discours qui se mélangent dans cette œuvre, l'air de rien. Parce que entre ce que pensent les personnages, entre ce que dit le narrateur, et avec aussi ce que dit le narrateur à propos des pensées des personnages, c'est ça qui est bien. Euh, Il y a beaucoup de choses qui se communiquent et on peut vraiment se mettre à la place de beaucoup d'intervenants. Donc non, franchement, je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Je commence à me prendre de sympathie un peu pour les personnages parce que ils ont tous quelque chose de plutôt pas cool. Mais je sais pas, c'est presque assumé et c'est intéressant, je trouve. Euh, non, franchement, il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses qui sont très sympathiques, je trouve, dans cette œuvre. J'adore quand Elisabeth se permet de répondre un peu, nous dit Sarah. Ouais, bah c'est ça. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Désolé, je vais peut-être pas trop parler pour cette pause parce que je sens que les heures passent. Et là, je commence à manquer un peu de voix, j'ai l'impression. Et il nous reste encore pas mal de lectures quand même. Une grosse dizaine, douzaine de pages. Un peu plus, je crois. Mais donc voilà, j'essaie de me ménager. Et puis d'ailleurs, désolé, ce soir, je sens que peut-être par rapport aux trois lives précédents, je sens que ce soir, j'ai un peu tendance à bafouiller. Donc voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, on fait comme on peut, hein. Mais voilà, j'espère que ça reste compréhensible et agréable pour vous. Je fais au mieux. Non, franchement, j'aime beaucoup en fait, hein. Je sais pas si, je sais pas si je préfère pas ça en livre qu'en série ou en film. Alors, j'ai jamais vu les adaptations d'Orgueil et Préjugés, mais je sais que cette ambiance de l'Angleterre un petit peu mondaine, etc., c'est un peu, enfin même, je dis de l'Angleterre, mais en fait, cette ambiance un peu mondaine en film, en série, que ce soit l'aristocratie française ou que sais-je, la noblesse anglaise ou peu importe. Je sais que c'est un truc qui a tendance à me gonfler, à me passer par-dessus la tête. Euh, Là, je sais pas. Dans ce texte de Jane Austen, j'arrive à m'y faire et j'arrive surtout à prendre du plaisir à découvrir les personnages parce que, encore une fois, en fait, ils sont dépeints très honnêtement, je trouve, très authentiquement, quoi. C'est des personnages, enfin, je trouve que c'est vraiment des personnes qu'on pourrait croiser dans la vie. C'est-à-dire des personnes un peu détestables, un peu ridicules, qui ont un petit défaut, et en même temps avec qui on est capable d'avoir quand même des relations, mais ouais, il y a, je sais pas, je trouve que le, le tableau que nous dresse Jane Austen est vachement bien vu en fait. Je sais pas, il y a quelque chose de très réaliste, je trouve, dans les personnages. Ouais, je sais pas du tout ce que valent les adaptations. Je sais que j'ai des amis qui adorent Orgueil et Préjugés et qui m'ont vraiment conseillé les adaptations. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, comme je disais lors du premier live, ce qui s'en rapproche le plus que j'ai vu, c'est Bridget Jones, le journal de Bridget Jones, avec Mr. Darcy et ainsi de suite. Mais ouais, on est quand même vachement loin, même si, franchement, je trouve qu'il y a des choses qui se répondent. Il y a des, enfin, on voit que, on voit que ça fait partie du même ADN anglais justement. Et puis de toute manière, il y a des échos, il y a des clins d'œil, hein, ne serait-ce que Mr. Darcy. Bon, c'est pas du hasard quoi. Bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas vu le troisième volet de Bridget Jones. Il faut que je le regarde. Ok, on va partir. Tchou tchou. Mettez vos ceintures. On est parti les amis.
Pas de soucis, Sarah, merci d'être passée. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir ce soir sur la chaîne. Et puis, on se croise bientôt de toute manière, hein. Je te souhaite une bonne nuit. Hop, ok. Ok, on est bon. J'ai repéré jusqu'à où je devais lire. Et puis, on est pas mal. Je me lance. Bonne écoute à ceux qui sont dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. A plus, Sarah! Bonne écoute, voilà, bonne écoute à ceux qui me regardent en rediff sur YouTube, comme je disais. Et à dans quelques minutes, cette fois-ci, pour la fin du live. Bonne écoute, Sergent Dac. Merci, merci de te manifester par un petit message, c'est gentil. À tout à l'heure. Chapitre 30. Sir William ne demeura qu'une semaine à Hunsford, mais ce fut assez pour le convaincre que sa fille était très confortablement installée, et qu'elle avait un mari et une voisine, comme on en rencontre peu souvent. Tant que dura le séjour de Sir William, Mr. Collins consacra toutes ses matinées à le promener en cabriolet pour lui montrer les environs. Après son départ, chacun retourna à ses occupations habituelles, et Élisabeth fut heureuse de constater que ce changement ne leur imposait pas davantage la compagnie de son cousin. Il employait la plus grande partie de ses journées à lire, à écrire, ou à regarder par la fenêtre de son bureau qui donnait sur la route. La pièce où se réunissaient les dames était située à l'arrière de la maison. Élisabeth s'était souvent demandé pourquoi Charlotte ne préférait pas se tenir dans la salle à manger, pièce plus grande et plus agréable, mais elle devina bientôt la raison de cet arrangement. Mr. Collins aurait certainement passé moins de temps dans son bureau si l'appartement de sa femme avait présenté les mêmes agréments que le sien. Du salon, on n'apercevait pas la route. C'est donc par Mr. Collins que ces dames apprenaient combien de voitures étaient passées, et surtout s'il avait aperçu Miss de Bourgh dans son phaéton, chose dont il ne manquait jamais de venir les avertir, bien que cela arrivât presque journalement. Miss de Bourgh s'arrêtait assez souvent devant le presbytère, et causait quelques minutes avec Charlotte, mais d'ordinaire sans descendre de voiture. De temps en temps, Lady Catherine elle-même venait honorer le presbytère de sa visite. Alors son regard observateur ne laissait rien échapper de ce qui se passait autour d'elle. Elle s'intéressait aux occupations de chacun, examinait le travail des jeunes filles, leur conseillait de s'y prendre d'une façon différente, critiquait l'arrangement du mobilier, relevait les négligences de la domestique et ne semblait accepter la collation qui lui était offerte que pour pouvoir déclarer à Mrs. Collins que sa table était trop abondamment servie pour le nombre de ses convives. Élisabeth s'aperçut vite que, sans faire partie de la justice de paix du comté, cette grande dame jouait le rôle d'un véritable magistrat dans la paroisse, dont les moindres incidents lui étaient rapportés par Mr. Collins. Chaque fois que des villageois se montraient querelleurs, mécontents ou disposés à se plaindre de leur pauvreté, vite elle accourait dans le pays, réglait les différends, faisait taire les plaintes et ses admonestations avaient bientôt rétabli l'harmonie, le contentement et la prospérité. Le plaisir de dîner à Rosings se renouvelait environ 2 fois par semaine. À part l'absence de Sir William et le fait qu'on n'installait plus qu'une table de jeu, ces réceptions ressemblaient assez exactement à la première. Les autres invitations étaient rares, la société du voisinage en général menant un train qui n'était pas à la portée des Collins. Élisabeth ne le regrettait pas, et, somme toute, ses journées coulaient agréablement. Elle avait avec Charlotte de bonnes heures de causerie, et la température étant très belle pour la saison, elle prenait grand plaisir à se promener. Son but favori était un petit bois qui longeait un des côtés du parc, et elle s'y rendait souvent pendant que ses cousins allaient faire visite à Rosings. Elle y avait découvert un délicieux sentier ombragé que personne ne paraissait rechercher, et où elle se sentait à l'abri des curiosités indiscrètes de Lady Catherine. Ainsi s'écoula paisiblement la première quinzaine de son séjour à Hunsford. Pâques approchait, et la semaine sainte devait ajouter un appoint important à la société de Rosings. Peu après son arrivée, Élisabeth avait entendu dire que Mr. Darcy était attendu dans quelques semaines, et bien que peu de personnes dans ses relations lui fussent moins sympathiques, elle pensait néanmoins que sa présence donnerait un peu d'intérêt aux réceptions de Rosings. Sans doute aussi aurait-elle l'amusement de constater l'inanité des espérances de Miss Bingley, en observant la conduite de Mr. Darcy à l'égard de sa cousine, à qui Lady Catherine le destinait certainement. Elle avait annoncé son arrivée avec une grande satisfaction,
parlait de lui en termes de la plus haute estime, et avait paru presque désappointé de découvrir que son neveu n'était pas un inconnu pour Miss Lucas et pour Elizabeth. Son arrivée fut tout de suite connue au presbytère, car Mr. Collins passa toute la matinée à se promener en vue de l'entrée du château, afin d'en être le premier témoin. Après avoir fait un profond salut du côté de la voiture qui franchissait la grille, il se précipita chez lui avec la grande nouvelle. Le lendemain matin, il se hâta d'aller à Rosings, offrir ses hommages, et trouva deux neveux de Lady Catherine pour les recevoir, car Darcy avait amené avec lui le colonel Fitzwilliam, son cousin, fils cadet de Lord, et la surprise fut grande au presbytère quand on vit revenir Mr. Collins en compagnie des deux jeunes gens. Du bureau de son mari, Charlotte les vit traverser la route, et courut annoncer aux jeunes filles l'honneur qui leur était fait. « Élisa, c'est à vous que nous devons cet excès de courtoisie. Si j'avais été seule, jamais Mr. Darcy n'aurait été aussi pressé de venir me présenter ses hommages. » Élisabeth avait à peine eu le temps de protester lorsque la sonnette de la porte retentit, et un instant après, ces messieurs faisaient leur entrée dans le salon. Le colonel Fitzwilliam, qui paraissait une trentaine d'années, n'était pas un bel homme, mais il avait une grande distinction dans l'extérieur et dans les manières. Mr. Darcy était tel qu'on l'avait vu en Hertfordshire. Il présenta ses compliments à Mrs. Collins avec sa réserve habituelle, et, quels que fussent ses sentiments à l'égard de son amie, s'inclina devant elle d'un air parfaitement impassible. Élisabeth, sans mot dire, répondit par une révérence. Le colonel Fitzwilliam avait engagé la conversation avec toute la facilité et l'aisance d'un homme du monde, mais son cousin, après une brève remarque adressée à Mrs. Collins sur l'agrément de sa maison, resta quelque temps sans parler. À la fin, il sortit de son mutisme et s'enquit auprès d'Élisabeth de la santé des siens. Elle répondit que tout allait bien, puis, après une courte pause, ajouta « Ma sœur aînée vient de passer 3 mois à Londres. Vous ne l'avez pas rencontrée ?» Elle était parfaitement sûre du contraire, mais voulait voir s'il laisserait deviner qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre les Bingley et Jane. Elle crut surprendre un peu d'embarras dans la manière dont il répondit qu'il n'avait pas eu le plaisir de rencontrer Miss Bennet. Le sujet fut abandonné aussitôt, et au bout de quelques instants, les deux jeunes gens prirent congé. Chapitre 31. Les habitants du presbytère goûtèrent beaucoup les manières du colonel Fitzwilliam, et les dames, en particulier, eurent l'impression que sa présence ajouterait beaucoup à l'intérêt des réceptions de Lady Catherine. Plusieurs jours s'écoulèrent cependant sans amener de nouvelles invitations. La présence des visiteurs au château rendait les Collins moins nécessaires, et ce fut seulement le jour de Pâques, à la sortie de l'office, qu'ils furent priés d'aller passer la soirée à Rosings. De toute la semaine précédente, ils avaient très peu vu Lady Catherine et sa fille. Le colonel Fitzwilliam était entré plusieurs fois au presbytère, mais on n'avait aperçu Mr. Darcy qu'à l'église. L'invitation fut acceptée comme de juste, et à une heure convenable. Les Collins et leurs hôtes se joignaient à la société réunie dans le salon de Lady Catherine. Sa grâce les accueillit aimablement, mais il était visible que leur compagnie comptait beaucoup moins pour elle qu'en temps ordinaire. Ses neveux absorbaient la plus grande part de son attention, et c'est aux deux jeunes gens, à Darcy surtout, qu'elle s'adressait de préférence. Le colonel Fitzwilliam marqua beaucoup de satisfaction en voyant arriver les Collins. Tout, à Rosings, lui semblait une heureuse diversion, et la jolie amie de Mrs. Collins lui avait beaucoup plu. Il s'assit auprès d'elle et se mit à l'entretenir si agréablement du Kent et du Hertfordshire, du plaisir de voyager et de celui de rester chez soi, de musique et de lecture, qu'Élisabeth fut divertie comme jamais encore elle ne l'avait été dans ce salon. Ils causaient avec un tel entrain qu'ils attirèrent l'attention de Lady Catherine. Les yeux de Mr. Darcy se tournèrent aussi de leur côté avec une expression de curiosité. Quant à sa grâce, elle manifesta bientôt le même sentiment en interpellant son neveu. « Eh bien, Fitzwilliam, de quoi parlez-vous? Que racontez-vous donc à Miss Bennet ?»« Nous parlions musique, madame, » dit-il enfin, ne pouvant plus se dispenser de répondre. « Musique? Alors parlez plus haut. Ce sujet m'intéresse. Je crois vraiment qu'il y a peu de personnes en Angleterre qui aiment la musique autant que moi, ou l'apprécient avec plus de goût naturel. J'aurais eu sans doute beaucoup de talent si je l'avais apprise. Anne aussi aurait joué délicieusement si sa santé lui avait permis d'étudier le piano. Et Georgiana fait-elle beaucoup de progrès ?» Mr. Darcy répondit par un fraternel éloge du talent de sa sœur. « Ce que vous m'apprenez là me fait grand plaisir,
mais dites-lui bien qu'il lui faut travailler sérieusement si elle veut arriver à quelque chose. Je vous assure, madame, qu'elle n'a pas besoin de ce conseil, car elle étudie avec beaucoup d'ardeur. Tant mieux, elle ne peut en faire trop, et je le lui redirai moi-même quand je lui écrirai. C'est un conseil que je donne toujours aux jeunes filles, et j'ai dit bien des fois à Miss Bennet qu'elle devrait faire plus d'exercice. Puisqu'il n'y a pas de piano chez Mrs. Collins, elle peut venir tous les jours ici pour étudier sur celui qui est dans la chambre de Mrs. Jenkinson. Dans cette partie de la maison, elle serait sûre de ne déranger personne. Mr. Darcy, un peu honteux d'entendre sa tante parler avec si peu de tact, ne souffla mot. Quand on eut pris le café, le colonel Fitzwilliam rappela qu'Élisabeth lui avait promis un peu de musique. Sans se faire prier, elle s'installa devant le piano, et il transporta son siège auprès d'elle. Lady Catherine écouta la moitié du morceau, et se remit à parler à son autre neveu. Mais celui-ci, au bout d'un moment, la quitta, et, s'approchant délibérément du piano, se plaça de façon à bien voir la jolie exécutante. Élisabeth s'en aperçut, et, le morceau terminé, lui dit en plaisantant « Vous voudriez m'intimider, Mr. Darcy, en venant m'écouter avec cet air sérieux. Mais bien que vous ayez une sœur qui joue avec tant de talent, je ne me laisserai pas troubler. Il y a chez moi une obstination dont on ne peut facilement avoir raison. Chaque essai d'intimidation ne fait qu'affermir mon courage. »« Je ne vous dirai pas que vous vous méprenez, dit-il, car vous ne croyez certainement pas que j'ai l'intention de vous intimider. Mais j'ai le plaisir de vous connaître depuis assez longtemps pour savoir que vous vous amusez à professer des sentiments qui ne sont pas les vôtres. » Élisabeth rit de bon cœur devant ce portrait d'elle-même, et dit au colonel Fitzwilliam « Votre cousin vous donne une jolie opinion de moi, en vous enseignant à ne pas croire un mot de ce que je dis. Je n'ai vraiment pas de chance de me retrouver avec quelqu'un si à même de dévoiler mon véritable caractère dans un pays reculé, où je pouvais espérer me faire passer pour une personne digne de foi. Réellement, Mr. Darcy, il est peu généreux de révéler ici les défauts que vous avez remarqués chez moi en Hertfordshire. Et n'est-ce pas aussi un peu imprudent, car vous me provoquez à la vengeance, et il peut en résulter des révélations qui risqueraient fort de choquer votre entourage. »« Oh, je n'ai pas peur de vous, dit-il en souriant. »« Dites-moi ce que vous avez à reprendre chez lui, je vous en prie, s'écria le colonel Fitzwilliam. J'aimerais savoir comment il se comporte parmi les étrangers. »« Eh bien, voilà, mais attendez-vous à quelque chose d'affreux. La première fois que j'ai vu Mr. Darcy, c'était à un bal. Or, que pensez-vous qu'il fit à ce bal? Il dansa tout juste 4 fois. Je suis désolé de vous faire de la peine, mais c'est l'exacte vérité. Il n'a dansé que 4 fois, bien que les danseurs fussent peu nombreux, et que plus d'une jeune fille, je le sais pertinemment, dut rester sur sa chaise faute de cavalier. Pouvez-vous nier ce fait, Mr. Darcy? Je n'avais pas l'honneur de connaître d'autres dames que celles avec qui j'étais venu à cette soirée. C'est exact, et on ne fait pas de présentation dans une soirée. Alors, colonel, que vais-je vous jouer? Mes doigts attendent vos ordres. Peut-être, dit Darcy, aurait-il été mieux de chercher à me faire présenter. Mais je n'ai pas les qualités nécessaires pour me rendre agréable auprès des personnes étrangères. En demanderons-nous la raison à votre cousine? Dit Élisabeth en s'adressant au colonel Fitzwilliam. Lui demanderons-nous pourquoi un homme intelligent et qui a l'habitude du monde n'a pas les qualités nécessaires pour plaire aux étrangers? Inutile de l'interroger, je puis vous répondre moi-même, dit le colonel. C'est parce qu'il ne veut pas s'en donner la peine. Certes, dit Darcy, je n'ai pas, comme d'autres, le talent de converser avec des personnes que je n'ai jamais vues. Je ne sais pas me mettre à leur diapason, ni m'intéresser à ce qui les concerne. Mes doigts, répliqua Élisabeth, ne se meuvent pas sur cet instrument avec la maîtrise que l'on remarque chez d'autres pianistes. Ils n'ont pas la même force ni la même vélocité, et ne traduisent pas les mêmes nuances. Mais j'ai toujours pensé que la faute en était moins à eux qu'à moi, qui n'ai pas pris la peine d'étudier suffisamment pour les assouplir. Darcy sourit. Vous avez parfaitement raison, dit-il. Vous avez mieux employé votre temps. Vous faites plaisir à tous ceux qui ont le privilège de vous entendre. Mais comme moi, vous n'aimez pas à vous produire devant les étrangers. Ici, ils furent interrompus par Lady Catherine qui voulait être mise au courant de leur conversation. Aussitôt, Élisabeth se remit à jouer. Lady Catherine s'approcha, écouta un instant, et dit à Darcy « Miss Bennet ne jouerait pas mal si elle étudiait davantage et si elle prenait des leçons avec un professeur de Londres. Elle a un très bon doigté, bien que, pour le goût, Anne lui soit supérieure. Anne aurait eu un très joli talent si sa santé lui avait permis d'étudier. » Élisabeth jeta un coup d'œil vers Darcy pour voir de quelle façon il s'associait à l'éloge de sa cousine, mais ni à ce moment ni à un autre,
Elle ne put discerner le moindre symptôme d'amour. De son attitude à l'égard de Miss de Bourgh, elle recueillit cette consolation pour Miss Bingley. C'est que Mr. Darcy aurait aussi bien pu l'épouser si elle avait été sa cousine. Lady Catherine continua ses remarques entremêlées de conseils. Élisabeth les écouta avec déférence et, sur la prière des deux jeunes gens, demeura au piano jusqu'au moment où la voiture de sa grâce fut prête à les ramener au presbytère. Chapitre 32. Le lendemain matin, tandis que Mrs. Collins et Maria faisaient des courses dans le village, Élisabeth, restée seule au salon, écrivait à Jane lorsqu'un coup de sonnette la fit tressaillir. Dans la crainte que ce ne fût Lady Catherine, elle mettait de côté sa lettre inachevée, afin d'éviter des questions importunes, lorsque la porte s'ouvrit et, à sa grande surprise, livra passage à Mr. Darcy. Il parut étonné de la trouver seule, et s'excusa de son indiscrétion en alléguant qu'il avait compris que Mrs. Collins était chez elle. Puis ils s'assirent, et, quand Élisabeth eut demandé des nouvelles de Rosings, il y eut un silence qui menaçait de se prolonger. Il fallait à tout prix trouver un sujet de conversation. Élisabeth, se rappelant leur dernière rencontre en Hertfordshire, et curieuse de voir ce qu'il dirait sur le départ précipité de ses hôtes, fit cette remarque. « Vous avez tous quitté Netherfield bien rapidement en novembre dernier, Mr. Darcy. Mr. Bingley a dû être agréablement surpris de vous revoir si tôt, car, si je m'en souviens bien, il n'était parti que de la veille. Lui et ses sœurs allaient bien, je pense, quand vous avez quitté Londres. »« Fort bien, je vous remercie. » Voyant qu'elle n'obtiendrait pas d'autre réponse, elle reprit au bout d'un moment. « Il me semble avoir compris que Mr. Bingley n'avait guère l'intention de revenir à Netherfield. »« Je ne le lui ai jamais entendu dire. Je ne serais pas étonné, cependant, qu'il y passe peu de temps à l'avenir. Il a beaucoup d'amis et se trouve à une époque de l'existence où les obligations mondaines se multiplient. S'il a l'intention de venir si rarement à Netherfield, il vaudrait mieux pour ses voisins qu'il l'abandonne tout à fait. Nous aurions peut-être des chances de voir une famille s'y fixer d'une façon plus stable. Mais peut-être Mr. Bingley, en prenant cette maison, a-t-il pensé plus à son plaisir qu'à celui des autres, et il règle sans doute ses allées et venues d'après le même principe. »« Je ne serais pas surpris, » dit Darcy, « de le voir céder Netherfield si une offre sérieuse se présentait. » Élisabeth ne répondit pas. Elle craignait de trop s'étendre sur ce chapitre et, ne trouvant rien d'autre à dire, elle résolut de laisser à son interlocuteur la peine de chercher un autre sujet. Celui-ci le sentit et reprit bientôt. « Cette maison paraît fort agréable. Lady Catherine, je crois, y a fait faire beaucoup d'aménagements lorsque Mr. Collins est venu s'installer à Hunsford. Je le crois aussi, et ses faveurs ne pouvaient certainement exciter plus de reconnaissance. Mr. Collins, en se mariant, paraît avoir fait un heureux choix. Certes oui, ses amis peuvent se réjouir qu'il soit tombé sur une femme de valeur, capable à la fois de l'épouser et de le rendre heureux. Mon amie a beaucoup de jugement, bien qu'à mon sens son mariage ne soit peut-être pas ce qu'elle a fait de plus sage, mais elle paraît heureuse, et, vue à la lumière de la froide raison, cette union présente beaucoup d'avantages. Elle doit être satisfaite d'être installée à si peu de distance de sa famille et de ses amis. À si peu de distance, dites-vous? Mais il y a près de 50 miles entre Meryton et Hunsford. Qu'est-ce que 50 miles, avec de bonnes routes? Guère plus d'une demi-journée de voyage. J'appelle cela une courte distance. Pour moi, s'écria Élisabeth, jamais je n'aurais compté cette courte distance parmi les avantages présentés par le mariage de mon amie. Je ne trouve pas qu'elle soit établie à proximité de sa famille. Ceci prouve votre attachement pour le Hertfordshire. En dehors des environs immédiats de Longbourn, tout pays vous semblerait éloigné sans doute. En parlant ainsi, il eut un léger sourire qu'Élisabeth crut comprendre. Il supposait sans doute qu'elle pensait à Jane et à Netherfield. Aussi est-ce en rougissant qu'elle répondit. « Je ne veux pas dire qu'une jeune femme ne puisse être trop près de sa famille. Les distances sont relatives, et quand un jeune ménage a les moyens de voyager, l'éloignement n'est pas un grand mal. Mr. et Mrs. Collins, bien qu'à leur aise, ne le sont pas au point de se permettre de fréquents déplacements, et je suis sûr qu'il faudrait que la distance fût réduite de moitié pour que mon ami s'estimât à proximité de sa famille. » Mr. Darcy rapprocha un peu son siège d'Élisabeth. « Quant à vous, dit-il, il n'est pas possible que vous soyez aussi attaché à votre pays. Sûrement vous n'avez pas toujours vécu à Longbourn. » Élisabeth eut un air surpris. Mr. Darcy parut se raviser. Reculant sa chaise, il prit un journal sur la table, y jeta les yeux et poursuivit d'un ton détaché. « Le Kent vous plaît-il » Suivit alors un court dialogue sur le pays, auquel mit fin l'entrée de Charlotte et de sa sœur qui revenaient de leur course.
Ce tête-à-tête ne fut pas sans les étonner. Darcy raconta comment il avait par erreur dérangé Miss Bennet, et après être resté quelques minutes sans dire grand-chose, prit congé et quitta le presbytère. Qu'est-ce que cela signifie demanda Charlotte aussitôt après son départ. Il doit être amoureux de vous, Élisa, sans quoi jamais il ne viendrait vous rendre visite si familièrement. Mais lorsque Élisabeth eut raconté combien Darcy s'était montré taciturne, cette supposition ne parut pas très vraisemblable, et on en vint à cette conclusion. Darcy était venu parce qu'il n'avait rien de mieux à faire. À cette époque, la chasse était fermée. Dans le château, il y avait bien Lady Catherine, une bibliothèque et un billard, mais des jeunes gens ne peuvent rester enfermés du matin au soir. Que ce fût la proximité du presbytère, l'agrément du chemin qui y conduisait ou des personnes qui l'habitaient, toujours est-il que le colonel Fitzwilliam et Mr. Darcy en firent dès lors le but presque quotidien de leur promenade. Ils arrivaient à toute heure, tantôt ensemble et tantôt séparément, parfois même accompagnés de leur tante. Il était visible que le colonel Fitzwilliam était attiré par la société des trois jeunes femmes. La satisfaction qu'Élisabeth éprouvait à la voir, aussi bien que l'admiration qu'il laissait paraître pour elle, lui rappelait son ancien favori, George Wickham. Et si en les comparant elle trouvait moins de séduction aux manières du colonel Fitzwilliam, elle avait l'impression que des deux, c'était lui sans doute qui possédait l'esprit le plus cultivé. Mais Mr. Darcy, comment expliquer ces fréquentes apparitions au presbytère? Ce ne pouvait être par amour de la société. Il lui arrivait souvent de rester 10 minutes sans ouvrir la bouche, et, quand il parlait, il semblait que ce fût par nécessité plutôt que par plaisir. Rarement lui voyait-on de l'animation. La façon dont Fitzwilliam le plaisantait sur son mutisme prouvait que d'habitude il n'était point aussi taciturne. Mrs. Collins ne savait qu'en penser. Elle eût aimé se persuader que cette attitude était l'effet de l'amour, et l'objet de cet amour son amie Élisabeth. Pour résoudre ce problème, elle se mit à observer Darcy, à Rosings et à Hunsford, mais sans grand succès. Il regardait certainement beaucoup Élisabeth, mais d'une manière difficile à interpréter. Charlotte se demandait souvent si le regard attentif qu'il attachait sur elle contenait beaucoup d'admiration, et par moments, il lui semblait simplement le regard d'un homme dont l'esprit est ailleurs. Une ou deux fois, Charlotte avait insinué devant son ami que Mr. Darcy nourrissait peut-être une préférence pour elle, mais Élisabeth s'était contentée de rire, et Mrs. Collins avait jugé sage de ne pas insister de peur de faire naître des espérances stériles. Pour elle, il ne faisait pas de doute que l'antipathie d'Élisabeth aurait vite fait de s'évanouir si elle avait pu croire qu'elle eût quelque pouvoir sur le cœur de Mr. Darcy. Parfois, dans les projets d'avenir qu'elle faisait pour son amie, Charlotte la voyait épousant le colonel Fitzwilliam. Des deux cousins, c'était sans contredit le plus agréable. Il admirait Élisabeth, et sa situation faisait de lui un beau parti. Seulement, pour contrebalancer tous ces avantages, Mr. Darcy avait une influence considérable dans le monde clérical, tandis que son cousin n'en possédait aucune. Et c'est la fin du chapitre 32. Ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro, les amis. Grave intéressant. Je suis vraiment bien entré dedans maintenant. Je kiffe en fait. Je kiffe vraiment l'histoire. Je m'attendais pas à ça, pour être tout à fait honnête. Bon, déjà, pour que je me sois mis à cette lecture, ça n'a pas été évident. Je vais pas mytho. Quand je voyais de très loin Orgueil et Préjugés, j'avais vraiment cet a priori de ça va être romantique gnangnan. Et en fait, force est de constater que beaucoup d'amis me l'ont conseillé, des amis que j'estime, et que j'estime avoir des bons goûts littéraires et des connaissances aussi en littérature. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah ça doit valoir le coup. Et là, force est de constater que bah ouais, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, on peut parler du style très brièvement, parce que justement, j'en ai parlé. Merci Marie si tu vois cette vidéo un jour. Donc Marie, une amie à qui j'ai demandé conseil et qui m'a conseillé spécifiquement cette traduction. Euh, D'ailleurs, j'ai ici les noms des traductrices, Valentine Lecomte et Charlotte Pressoir. Et donc oui, elle m'a spécifiquement conseillé cette traduction. En fait, elle avait
le livre en plusieurs traductions tellement elle apprécie l'œuvre. Et elle m'en a lu les 10 premières pages. Enfin, elle a lu les 10 premières pages de son côté pour me dire la traduction qu'elle préférait. Et elle m'a dit, prends cette traduction-là, je l'ai toujours trouvée hyper élégante, etc. Donc voilà. Dans les formulations de phrases, il y a vraiment un style qui est assez agréable. Ça se lit bien, je trouve. Ça se lit très très bien. Et je suis d'accord avec toi, Dax, c'était vraiment cool, j'ai vraiment bien aimé. Euh, et du coup, oui, mon ami aussi. Euh, oui, pardon. Je voulais parler de la traduction. Oui, par contre, alors, petit bémol. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Aïe aïe aïe. Je sais même plus si je voulais raconter. J'aurais dû vous le préciser dans les premiers épisodes. Euh, je me suis rendu compte après coup. En fait, je me suis rendu compte quasiment quand j'ai commencé la lecture, je crois, que euh, sur la page Wikipédia, la traduction que je lis, apparemment, c'est une traduction abrégée de l'œuvre. Abrégée dans le sens où il y a des morceaux qui ont été un peu chointés, quoi. Apparemment, ça serait ça. Mais même sur Wikipédia, il y avait une petite phrase qui semblait s'accorder à dire que c'était une des traductions vraiment agréables stylistiquement, très esthétique, etc. Donc voilà. Donc ouais, désolé. En fait, j'ai été un peu déçu, un peu dépourvu. Je n'aime pas lire des textes abrégés, je préfère lire l'œuvre. Donc ça m'a un peu déçu. Mais bon, maintenant que je me suis fourni ce bouquin-là, on fait avec quoi. Puis encore une fois, on m'en a conseillé. C'est ça, ça laisse la version longue à ceux qui veulent essayer. Ça vous donne un aperçu. Sachant que la version longue, là, on est sur du 370 pages. La version longue, si je ne m'abuse, faisait un truc genre 660 pages. Donc c'est quand même une énorme différence. Après, c'est peut-être pas une différence si énorme que ça parce que selon les éditions, selon le format du bouquin, selon la police d'écriture et la taille de la police d'écriture surtout, ça peut changer énormément. Donc si ça se trouve, c'est des éditions qui n'ont tellement rien à voir que c'est pas très comparable. Donc voilà. Dites-vous pas qu'il y a forcément 300 pages de plus. Mais ouais, en tout cas, ça a été a priori pas mal chointé, quoi. Je pense, j'imagine. Enfin bon. Mais apparemment, c'est une édition. Enfin, la version dont je vous parle, la version que je vous lis, apparemment, c'est une édition qui est très souvent rééditée, etc. Donc, en fait, les traductrices, je sais plus c'était en quelle année, mais je crois que c'est une traduction qui date de 1940 ou un truc comme ça. Enfin, c'est quelque chose d'assez vieux, quoi. Et, euh, et apparemment, c'est une édition qui est très souvent rééditée parce que justement très appréciée. Donc bon, en un sens, si ça se trouve, vous auriez pris le bouquin en librairie sans vous rendre compte que c'est une version abrégée. Moi, c'est ça, c'est un truc qui me dérange un peu, je m'en suis rendu compte du coup, parce que, je sais pas, je trouve que c'est pas très clair, hein. En fait, j'ai eu une discussion en privé sur ce sujet-là, justement, et où ça m'a vraiment étonné, en fait. Je me dis, mais c'est pas si clair quand il y a des textes abrégés, quand il y a des textes intégrales. C'est pas toujours précisé, quoi. C'est pas toujours précisé. Ça arrive une fois de temps en temps qu'il y ait la mention texte abrégé, texte intégral sur la couverture. Mais j'ai l'impression que c'est pas si courant que ça non plus. Et parfois, je me demande si on se fait pas un peu douiller, entre guillemets. Donc bon, faut... quand on commence à avoir un certain goût pour la littérature et qu'on a envie de vraiment connaître les bonnes versions, entre guillemets, faut faire quelques recherches avant de faire ses achats, quoi. Alors, Sergent Dac qui nous dit, j'ai l'impression que ça arrive énormément pour les livres classiques et ou jeunesse. Oui, je pense aussi. Je pense aussi, notamment, en fait, justement, j'avais cette discussion en privé avec Sarah Drew qui était là tout à l'heure dans le chat. Et en fait, Sarah me disait que, par exemple, actuellement, si je dis pas de bêtises, c'est impossible, ce n'est plus édité, donc c'est impossible de trouver une version intégrale des Misérables de Victor Hugo. Et j'étais choqué, j'étais en mode, mais attends, mais Les Misérables, c'est pas un petit nom, quoi. C'est, c'est, c'est genre unanimement connu, quoi.
Euh, donc ça m'a vraiment grave étonné. Et en fait, c'est parce qu'apparemment, Les Misérables, c'est des versions très très longues. En fait, la version intégrale est très très longue. Et donc, du coup, ouais, certainement dans un souci de rendre les classiques plus accessibles à tous, et notamment aux jeunes, parce que on va pas se mytho que beaucoup de personnes ne lisent que pendant leurs études, ou en tout cas ce genre de littérature. Donc, je pense qu'il y a un peu une. J'imagine, là je fais vraiment des supputations, j'en sais rien, que c'est une volonté en ce sens, de rendre ça accessible aux jeunes, quelque chose comme ça. Mais bon, je trouve ça quand même assez dingue et dommage dans certains cas du coup. Enfin voilà, j'aime beaucoup les chapitres qu'on a lus ce soir et vraiment, de live en live, j'apprécie de plus en plus cette œuvre, Orgueil et Préjugés. La suite, ça sera mardi. Comme d'habitude, je vous mettrai le programme des lives sur les réseaux, donc sur Facebook, Twitter, Discord et Instagram. Le programme des lives arrivera lundi. Il y a des chances que... Alors déjà, il y aura mardi et vendredi 21h la suite de la lecture, bien entendu. Et il y a des chances que vous voyez s'ajouter à cette programmation un petit live un peu spécial où, bah, comme je vous le disais en intro de live, on va se mettre sur Babelio et on va noter, encore une fois c'est un prétexte, hein, on s'en fout des notes, on va noter les œuvres que j'ai dans ma bibliothèque. Comme ça nous donnera une occasion de parler un petit peu de ces œuvres. Voili voilou. Sur ce, merci Sergent Dac, merci Sarah Drou d'être passé. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente nuit. Et puis écoutez, bon week-end, bon samedi dimanche à tous. Et puis pour ceux qui le veulent, on se retrouve dimanche de 21h à minuit sur Discord pour une veillée. Allez, on est bon, des bisous et bye bye.